climatique s'accélère. Les employés travaillent au minimum 48 heures par semaine. 4 mètres carrés par animal. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. C'est ridicule. Somebody's got to do something about Antifa and the left. Dans ces mises en grève de... Explosion, bien sûr. Bien le bonjour à tous. Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va bien ce matin. Aujourd'hui, on va faire une interview. Bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour. Et bien le bonjour, évidemment, à Brig que j'accueille ce matin. Bonjour à toi. Bonjour. Comment tu vas? Coucou maman, je passe à la télé. Je rigole, Donc- ma mère ne sait pas que je suis folle, donc compliqué. Ah oui, mince. Oui, donc on lui enverra pas on verra pas la VOD alors. Qu'est-ce que je veux dire pour les peut-être que alors il y a plein de personnes, je pense, qui dans ce chat connaissent ton stream. Donc je suis très content aujourd'hui de t'accueillir. On va parler ce matin d'anti-psychiatrie. Tu viens de le dire toi-même, tu te revendiques comme personne folle. Et donc je le précise parce qu'on va parler d'anti-psychiatrie. C'est un mouvement militant qui... j'avais préparé un petit truc, je le dis juste, qui remet en question alors non seulement les dérives de la psychiatrie française, donc toutes les dérives dont on entend parler, dont peut-être les personnes qui nous regardent ont entendu parler, c'est-à-dire la contention physique, l'enfermement, etc., etc., mais aussi qui remet en question fondamentalement comment fonctionne la psychiatrie, qu'est-ce qu'elle signifie, et ça on va en parler assez largement ce matin. Une réflexion qui, moi, je trouve, et se rapproche beaucoup du validisme et de l'antivalidisme, dont on avait déjà parlé à un moment dans une interview au printemps dernier, il y a déjà très longtemps, dans le monde d'Internet. Et puis pourquoi ça ressemble? Parce que notamment, il y a cette question de la psychophobie qui a participé à la construction de la psychiatrie. On va revenir sur tous ces termes-là. Mais peut-être que tu peux, parce que tu streams toi aussi, peut-être que tu peux te présenter et dire ce que tu fais pour que les personnes qui ne te connaissent pas forcément, qui viennent sur ma chaîne mais qui ne connaissent pas la tienne, peut-être te connaissent un peu mieux. Ouais, mais alors du coup, coucou tout le monde, Briganian ici, ou Brigagnan, ou plein de façons de prononcer ce pseudo, je trouve ça beaucoup trop drôle. Là, Marcel m'a demandé avant comment ça se prononçait, donc je trouve ça drôle de rappeler. Du coup, bah ouais, je stream voilà, dans mon petit coin de Twitch depuis 2 ans pour parler d'histoire, beaucoup, parce que je suis historienne en réalité de formation à la base. Enfin, à la base. Voilà, le petit intérêt spécifique sur l'histoire. On parle beaucoup de politique, voilà, revue de presse tous les mardis. Alors le créneau change en fonction de mes horaires de taf, mais là pour les 3 prochaines semaines, ce sera le matin. Et ce sera d'ailleurs mes seuls streams. Voilà, pour les habitués, j'ai mis un post sur le Discord, mais les revues de presse, donc là ça va être le matin tous les mardis. Si vous voulez passer, m'entendre rager sur les fascistes, parce que voilà, Antifa dans l'âme, la base. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, du coup, je suis folle. L'antipsychiatrie, c'est un de mes combats de base. Je suis aussi trans et non-binaire. Donc voilà, j'aime bien cocher les petites cases sur pourquoi je veux me battre contre les nazis, globalement. Et, et voilà, et du coup, bah, j'interviens de temps en temps aussi sur les chaînes des copains pour expliquer pourquoi ça vaut le coup de se battre sur ces sujets. Et donc voilà, profondément anti-psychiatrie ici. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui et on va pouvoir en parler parce qu'en fait, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a préparé l'émission, tu t'as dit que j'étais en parlant de ma chaîne, tu as dit que c'était un peu une chaîne, c'était cool d'en parler sur une chaîne mainstream. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai que sur ces questions-là, en tout cas, on est vraiment. Enfin voilà, il faut assumer aussi ce qu'on est, il faut que j'assume ce que je suis. Et donc c'est vrai que par exemple sur les questions de la psychiatrie, de l'antipsychiatrie, on est ici très peu informé et c'était aussi pour ça que je trouvais ça grave intéressant de t'avoir aujourd'hui, de parler de ce sujet-là. Et puis ce que j'aime bien faire peut-être pour commencer, c'est quand on parle, voilà, et quand j'accueille une personne militante, c'est de faire un petit travail peut-être de définition.
Tu parlais donc du fait que tu te revendiques en tant que personne folle. Est-ce qu'on peut peut-être mettre quelques idées derrière ce terme de folle, de folie, peut-être pour commencer? Est-ce que ça te paraît... Alors, tu pourrais, je suppose, faire un exposé de 2 heures, mais de manière un peu plus concise. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé? Alors, la folie, derrière, petit rigolo. On va commencer dès le début comme ça. On peut mettre 2 choses globalement derrière la folie. Je vais employer le terme pour désigner 2 choses de façon générale. La première, et ça va être le truc fondamental en fait au cœur des luttes antipsychiatriques, c'est que la folie, c'est un critère d'exclusion sociale, c'est un rapport de domination en fait interne à une société. On va donc dans nos sociétés catégoriser les personnes folles, donc les personnes qui vont sortir de la norme en fait, qui vont avoir des critères qui vont être socialement considérés comme mauvais. D'ailleurs, je parle beaucoup avec les mains, mais je me rends compte que c'est pas dans le cadre, donc voilà, je vais décaler légèrement. Typiquement, ça va être toutes les personnes, par exemple les entendeuses de voix, ou les paranoïaques, ou les personnes qui ont des sautes d'humeur, ou que sais-je, mais qui dans les faits vont aussi être la catégorisation de critères d'exclusion sociaux, hein. Ça va être les pauvres, ça va être les meufs, les personnes queer, les personnes racisées, etc. etc. Et donc c'est un vecteur de ségrégation sociale qui est construit à travers l'institution psychiatrique et qui sert à entériner des formes de domination sociale. Je me réveille en balançant des mots de plus de 4 syllabes, hein, vous dites quand j'ai... Non, mais c'est très bien, continue. Et donc il y a ça, donc la psychiatrie en tant qu'institution et la folie en tant qu'élément de discrimination sociale. Et on a aussi de l'autre côté la folie, donc qui est la caractérisation des personnes folles, et qui va être la désignation, on va dire, médicalisée d'un ensemble de comportements jugés socialement inacceptables. Donc c'est ce que je parlais, par exemple, entendre des voix, avoir des délires, être plusieurs dans sa tête, être parano, ce genre de choses. Paf, on met ça derrière la grande étiquette de la folie, parce que c'est des comportements qui sont jugés socialement inacceptables, que ça fasse du mal ou non, hein, on s'en fout. Mais voilà, donc en général, quand on va parler de la folie dans le langage courant et tout, on va parler de cette deuxième catégorie, qui est celle des personnes cheloues, hein, globalement. Mais faut toujours se rappeler, et ça va être un peu, je vais toujours jongler un peu entre les 2 termes en fonction du contexte, mais que cette désignation des gens chelous, c'est quelque chose qui est historiquement situé, socialement situé, selon votre caractérisation sociologique, selon que vous soyez blanc ou non, selon que vous soyez un mec ou une meuf aux yeux de l'État, selon que vous soyez riche ou pauvre, vous n'allez pas du tout être vu de la même façon, vous n'allez pas forcément être catégorisé comme fou ou non. Donc voilà, on a tendance à penser la folie seulement en termes d'à travers la maladie, la maladie mentale déterminée par les psychiatres, et pouf, donc la folie, c'est tel critère, tel symptôme, etc. Dans les faits, c'est plus complexe. Faut vraiment se rappeler qu'il y a ces 2 parties, il y a ce qu'on en désigne dans le langage courant, et ce que je vais aussi employer quand je parle des adelphes folles et des méthodes qu'on a pour vivre à travers genre ce qu'on a, c'est genre typiquement entre entendeuses de voix, comment on se gère entre nous, comment on fait, comment on deal, etc. Mais ça, c'est indépendamment du fait qu'on est exclu socialement à cause des voix, du fait qu'on entend des voix, par exemple. Oui, il y a, pour ce que tu dis, et pour revenir à ce que tu dis, il y a une manière de caractériser une anormalité sociale, hein, en faisant une quasi-maladie, donc la folie vue par l'institution psychiatrique et vue par la discipline psychiatrique, hein, c'est ce que tu disais, j'ai l'impression. Et puis il y a la manière de se réapproprier ce stigmate en tant que vous avez en tant que militanteux, et qui est celui de dire comment on fait avec ce qu'on vit quand par exemple on est entendeuse de voix, et comment on le fait, comment on s'entraide, etc. C'est ça les 2 choses, quoi. Comment socialement on peut s'entraider, comment socialement on peut faire, et comment on s'identifie nous, et comment l'institution nous identifie et nous pathologise. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Ok. Juste pour que tout le monde comprenne. Et justement, on va parler de
on va parler de ça parce que ce qui est intéressant à ce que tu disais, c'est que c'est très, en effet, historiquement et sociologiquement centré. On parle, l'exemple qui est très utilisé pour montrer à quel point la psychiatrie, c'est un peu bizarre quand même, c'est que j'aime les grands mots. C'est que Brick, Je vais faire des blagues dans le chat pour pas trop flou de le vocal, mais tu peux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur ces questions-là d'historiquement placées, c'est que par exemple, les personnes, toute la sexualité va être beaucoup psychiatrisée, par exemple, tout au long du 20e et encore aujourd'hui, notamment, par exemple, si on prend l'exemple des personnes homosexuelles qui vont être considérées par la psychiatrie longtemps comme des personnes malades. Alors, je ne sais pas sous quel diagnostic elles étaient, hein, parce que qui dit pathologie dit diagnostic, je ne sais pas du tout. Est-ce que tu sais? alors j'ai plus la terminologie, mais globalement c'était le fait d'être homosexuel. Point barre, hein. Enfin ça se cachait pas. Ouais. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure justement, c'est le principe. La stigmatisation des personnes LGBT, hein, globalement, elle se faisait sur le simple et unique critère du fait que ces personnes étaient LGBT, que c'était pas normal d'être LGBT. Je dis LGBT pour raccourcir plutôt que faire le sigle en entier et rajouter le plus, hein, c'est par simplicité de langage, vous inquiétez pas. C'est pas une volonté d'exclure. Ça me ressemblerait pas trop. Mais c'était vraiment genre, ok, t'es un mec, tu veux coucher avec des mecs, t'es malade en fait, faut te soigner. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que on voit à quel point d'ailleurs aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une remise en cause des droits des personnes queer, que ce soit donc pour les personnes gays, hein, ça se retrouve, mais et plus récemment aussi pour les personnes trans, etc. À chaque fois, on va avoir sur les plateaux télé des experts psychiatres ou des pédopsychiatres. Pour les personnes trans, c'est beaucoup des pédopsychiatres qu'on invite parce qu'on aime bien faire peur avec la question des enfants. Mais on a toujours des psychiatres ou des personnes qui vont pas poser des diagnostics psychiatriques et pour psychiatriser et expliquer médicalement, je mets des guillemets avec les doigts, hein, pour les personnes en audio only, pourquoi ces personnes sont anormales et devraient être privées de droits sociaux. Interdiction de la filiation, interdiction du mariage, interdiction de reconnaissance de l'existence, voilà, obligation d'avoir des thérapies de conversion, ce genre de choses. D'ailleurs, il y a des personnes queer qui, encore aujourd'hui, hein, sont dans l'étiquette de la psychiatrie. Les personnes ACE sont toujours psychiatrisées. Hein, il y a toujours les thérapies de conversion autorisées pour les personnes ACE à demi-mot, hein, dans le DSM. Le DSM, c'est la Bible des psychiatres. C'est le truc de référence international sur les maladies mentales. C'est un truc où de temps en temps, voilà, je sais plus à quelle fréquence ils le font, mais tous les 4-5 ans, je crois, voilà, vous avez 200 psychiatres à travers le monde qui viennent se réunir autour d'une table, boire des cafés, manger des petits cannelés et essayer de déterminer qu'est-ce qui est une maladie mentale et qu'est-ce qui en est pas et comment on définit ça. Voilà. Et puis en fonction de qui est expert de quoi et de ce qu'il faut pas gêner, voilà. C'est la petite tambouille qui se font et qui ensuite sert à juger du destin des gens. Oui, voilà, il y a Procrash qui demandait personne Ace, c'est asexuel aromantique, pardon. Ace Aro, c'est... Pardon, n'hésitez pas à me dire, hein, quand non, mais pas les termes. le chat avait commencé à répondre, mais n'hésitez pas à poser des questions en effet dans le chat s'il y a des termes que vous comprenez pas comme ça. Mais en effet, ouais, Ace c'est asexuel et aromantique. Et donc mais c'est justement très intéressant parce que par exemple, les personnes, on va dire les personnes gays à la limite aujourd'hui dans le spectre des personnes LGBT vont être plutôt laissées tranquilles, laissées socialement plus reconnues d'être potentiellement une personne gay, etc. Plus ou moins. Et encore. Non, mais bien évidemment, et encore dans la mesure où ça l'est, quoi. Mais en tout cas, en psychiatrie, c'est moins pathologique que ça a pu l'être à un moment. Alors que, par exemple, la transidentité va être encore une question qui va être énormément psychiatrisée. Il y a aussi cette question du diagnostic de dysphorie de genre qui existe. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous parler de ça? Parce que là, pour le coup, c'est un diagnostic de dysphorie de genre qui pose un diagnostic et donc une potentielle maladie, et pourtant ce diagnostic de dysphorie de genre il est aussi utilisé, réapproprié d'une certaine manière parfois par les personnes sur la question de la transidentité. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Alors la question de la dysphorie de genre, donc pour les personnes qui n'ont jamais croisé le terme, globalement la dysphorie de genre ça désigne
pas le fait d'être trans, mais le fait de ressentir un mal-être du fait de ne pas être en adéquation avec son identité de genre assignée. Donc c'est vraiment le point est porté sur la question du mal-être. Globalement, pourquoi est-ce que la dysphorie de genre a remplacé la transidentité dans le DSM? D'une part parce que les mouvements trans se sont battus corps et âme pour faire sortir la transidentité des maladies psychiatriques classiques. Et parce que du coup ça faisait plus poli et ça permettait quand même d'avoir ce moyen, ce truc de légitimité de garder la question trans dans les choses qui ont besoin d'un traitement médical. Par exemple, si jamais vous voulez une ALD pour rembourser vos soins de transition, donc ça rentre dans le cadre de l'ALD 31, la dysphorie de genre, mais du coup, voilà, ça reste dans les troubles et du coup, vous pouvez être remboursé. Et c'est en grosse partie pour ces raisons-là que le terme de la dysphorie de genre et l'étiquette de la dysphorie de genre, c'est un truc qui est défendu par une frange des mouvements trans, parce que déjà, c'est ce qui aujourd'hui permet d'ouvrir un remboursement des soins et une reconnaissance, une forme de reconnaissance légale en fait, du fait qu'on est trans et donc on peut avoir accès à certains traitements, à certains... Ah, j'ai plus les termes, mais bref, d'avoir accès à un pan du monde médical du fait de la reconnaissance en fait de la transidentité à travers le diag de la dysphorie de genre. Et puis il y a aussi le fait que tout connement, mais les personnes trans sont des êtres humains et que les êtres humains, on est très doués pour genre apprendre les trucs qu'on nous dit, surtout les figures d'autorité, et les garder en tête. Et que il y a une normalisation du parcours trans qui s'est effectuée et qui s'est beaucoup construit à travers la question déjà de la binarité de genre et du passage classique de tu vas chez le psychiatre, le psychiatre qui vérifie que tu es bien trans, et du coup ensuite tu as le droit de passer au parcours classique où tu vas prendre des hormones, puis avoir ta chirurgie, etc. Ce genre de choses. Alors, même si on n'est pas forcément dans ce cadre-là, il y a toujours cette option il y a des vraies personnes trans et des fausses personnes trans, et les psychiatres, en hommes sains de la science qu'ils sont capables de déterminer si vous êtes vraiment trans ou pas. Voilà. D'ailleurs, il y a tout un discours autour du fait que la dysphorie est un élément central de la transidentité et que si vous n'avez pas de dysphorie de genre, vous n'êtes pas vraiment trans, etc. Parce qu'évidemment, si vous êtes trans, il faut souffrir. Hein. Il faut souffrir pour être trans, c'est pas moi qui le dis, c'est les cis. Les personnes trans qui reprennent ce genre de discours. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une distinction là-dessus. Et je rajouterais que la question de la de la dépsychiatrisation des identités queer, c'est un combat qui a été mené par beaucoup de mouvements assimilationnistes queer. Donc les mouvements assimilationnistes queer, c'est en mode non mais nous on n'est pas bizarre. Genre c'est l'archétype qu'on a, c'est un peu les mecs gays blancs de bonnes conditions sociales qui est en mode non mais vous inquiétez pas, oui certes je suis un mec et je couche avec des mecs, mais dans le fond je suis bien intégré socialement et tout va bien, et on peut jeter les autres sous le bus. Mais dans les faits c'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup de mouvements et de manière générale d'ailleurs chez les mouvements queer qui cherchent la dépsychiatrisation comme Saint Graal face aux autres psychiatrisés en mode non mais nous on n'est pas vraiment fous, contrairement aux vrais fous qui eux sont vraiment fous. Hein, eux, ils ont leur place dans les chambres de torture des asiles, mais nous, non. Voilà. On repousse la limite de qui est faux et qui ne l'est pas, quoi. C'est ça. On la met juste derrière soi, quoi. Perso, c'est un truc qui me pose beaucoup de problèmes et qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes dans le mouvement anti-psy, c'est, surtout quand on est les deux, c'est cette volonté de la part d'une grosse partie du monde queer de se distinguer du monde de la folie, alors que dans les faits, nos luttes sont les mêmes, en fait, historiquement. On s'est fait criminaliser de la même façon, on a la même origine de répression en fait. Ah, j'ai le micro trop? Non. Non, t'inquiète, c'est moi. Non, ok. Je vois, désolé, comme j'ai le tout écran sous les yeux. Je gère les oui, t'inquiète. Les troubles de l'attention, yay. Mais voilà, il y a... personnellement, je fais partie des gens qui considèrent que la recherche de la dépsychiatrisation des identités queer, ça doit pas être une priorité de nos luttes. Parce que ça revient à essayer de déterminer genre qui a sa place dans le monde de la folie ou non, ce qui n'a pas de sens en soi si on veut une société émancipée. Tac.
Et deuxièmement, il y avait une seconde raison. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, même quand on sort du cadre légal de la psychiatrie, quand on sort du DSM, etc., on voit encore aujourd'hui les personnes gays qui, en théorie, sont censées être totalement acceptées et tout. Il y a toujours des experts psychiatres qui viennent sur les plateaux télé vous expliquer que on devrait interdire le mariage pour tous ou que les personnes gays ne devraient pas avoir le droit d'adopter, etc. Parce que fondamentalement, le développement d'un enfant, c'est un papa et une maman, tout ça, la manif pour tous, vous connaissez. Vous étiez en France ces 10 dernières années. Pour les personnes qui étaient en France ces 10 dernières années. Enfin voilà, la psychiatrie, elle continuera de chercher des explications scientifiques et médicales à des phénomènes sociaux et à médicaliser, pardon, des comportements qui doivent être marginalisés. Donc chercher à être bien vu d'une institution répressive, ça ne fait pas avancer la lutte. Personnellement, je pense que c'est un faux combat à mener. Ça doit vraiment pas être notre priorité. Il faut mieux essayer de brûler l'institution tout entière que d'essayer de sauver les meubles. Ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve, je trouve, le même discours que certaines personnes abolitionnistes aussi, par exemple, peuvent avoir sur le système pénal. C'est-à-dire que le système pénal, comme la psychiatrie, va, selon ses propres critères, créer des personnes, créer des criminels et dire telle personne est criminelle et telle personne ne l'est pas, tel que la psychiatrie va dire telle personne est malade et telle personne ne l'est pas, et sous-entendre, parce que la psychiatrie c'est aussi ça, c'est les personnes malades sont dangereuses pour les autres et pour elles-mêmes, tout comme voilà, le criminel est dangereux pour les autres et potentiellement d'ailleurs pour lui-même aussi. Bref, donc je pense qu'il y a peut-être une analogie dans le fait que ces deux institutions sont des institutions qui enferment, qui criminalisent, pathologisent, etc. les personnes-là. Et d'ailleurs, c'est des institutions qui s'entendent très très bien parce que dans les tribunaux, dans la construction des enquêtes, pour définir... et puis c'est aussi comme ça qu'elles ont une origine commune de construction, je pense. C'est que voilà, le criminel, il est forcément... S'il est criminel, il a forcément un problème psychique, parce que sinon il serait une personne normale et il ne serait pas criminel, quoi. Donc voilà, quand on nie le social à ce point-là, on peut en arriver à des questions comme ça. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on en a discuté avant, mais j'écoutais il y a une autre personne qui stream également sur les questions d'antipsychiatrie qui s'appelle Xanaria et que j'écoutais. Alors attends. Oui, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Mince, je suis perdu. Sur la question de... Ah oui, sur la question de... À la base, aussi, la psychiatrie s'est construite comme ça. Et là, les personnes qui étaient considérées comme folles et qu'on enfermait dans des asiles, etc., ça pouvait être autant... les personnes qu'on enfermait dans des asiles, ça pouvait être autant des pauvres, des criminels, etc., que des personnes qui, aujourd'hui, pourraient être encore considérées par la psychiatrie comme folles, quoi. Enfin, pourraient être considérées comme folles le plus largement, quoi. Et c'est intéressant de voir qu'il y a ce lien-là, quoi. Bon, je me suis perdu un peu, mais petite dédicace à la chaîne de Xanaria. Merci beaucoup, Nagual, et on peut avancer, quoi. Ah oui, non, mais je recommande le travail de Xanaria de manière générale. Ça fait plaisir qu'il y ait des chaînes comme ça qui existent. Ouais, bah, et puis très content. Et puis très utile très utile pour apprendre aussi, je trouve que Xanaria, c'est très utile pour apprendre quand on est assez extérieur. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre plein de trucs et tout, donc très cool, quoi. D'ailleurs, petit moment promo aussi, hein, parce que j'en parle depuis une éternité sur ma chaîne, sur le fait qu'un jour je la lirai en live. Mais il y avait... voilà, cette BD est très cool, Nelly Bly. J'ai beaucoup aimé Nelly Bly dans L'Antre de la Folie. C'était une reporter, enfin une journaliste dans le Londres de la fin du 19e siècle qui allait... qui s'est fait passer pour folle et qui a été envoyée à l'asile et qui a documenté les conditions à l'asile de New York de l'époque. Ça a provoqué un léger scandale parce que du coup les gens se rendaient compte que oh mon dieu, mais en fait c'est pas cool. Je crois que le cas de Nelly Bly, de toute façon, c'est un cas d'école de journalisme d'investigation et d'infiltration. Alors pas comme aujourd'hui, hein, où on a il y a un journaliste là qui s'est fait passer, qui allait dans un asile pour je sais quoi, une semaine, 2, un truc comme ça, et qui était en mode oh là là, c'est pas bien ce qu'il y a dedans. Donc heureusement qu'il y avait genre pas tout un pan du militantisme qui s'est vertué à dire que c'était de la merde, la psychiatrie et le mouvement asilaire. Genre, ça serait chelou s'il y avait vraiment des gens concernés, des rescapés de la psychiatrie qui donnaient leur témoignage et que genre un valide
fasse en mode incroyable, je découvre l'eau chaude. Ouais, c'était c'était un peu la même. Les critiques qu'on peut lui faire à ce journaliste, enfin cette personne, c'est de dire ouais voilà, c'est comme l'autre journaliste qui était allé chez je sais plus chez les militants de Zemmour, un militantes de Zemmour et qui avait dit ouais incroyable, c'est des fachos quoi. Bon bah merci. Ouais, merci. c'est globalement le même niveau, le même niveau de découverte. Et dans l'autre sens, c'est vrai qu'il y a la journaliste qui s'est infiltrée chez les woke, quoi. Et qui a dit oh là là, c'est des affreux gauchos, attention. Bon voilà, non mais il y en a, ils découvrent des trucs. Non mais bon, mais c'est vrai que alors là pour le coup ça me permet de faire une transition sur quelque chose que je voulais parler avec toi, c'est la parole des concernés. Hein, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que là, pendant des années, tu nous dis des personnes militent, des personnes concernées, des personnes qui se revendiquent folles, militent, disent la psychiatrie, c'est problématique, etc. Et on ne le prend pas en compte, et on va parler de cela que quand c'est des personnes légitimes qui parlent, et notamment cette journaliste considérée comme normale, qui va parler de cette problématique-là. Là, les médias vont relayer, là, les médias vont parler des problèmes qu'il peut y avoir dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Il y a une réelle différence entre des paroles de concernés et des paroles de personnes perçues comme normales et qui enquêtent et documentent, quoi. Ah oui, non mais ça, de toute façon, de base, hein, si vous regardez la télé, même si vous allez genre sur internet ou quoi, en général, les personnes folles n'existent pas. Enfin, non, c'est particulier. Parce que d'un côté, les personnes folles n'existent pas, leurs témoignages n'existent pas, etc. Genre, on va parler pour elles parce que bon, faut pas déconner, il y a un fou qui parle pour soi-même, genre, il va raconter que de la merde. Enfin, vous connaissez les fous, hein, ils sont incapables de raisonner, la base. Oui, bien sûr. Et de l'autre, on va traiter de fou tout ce qui nous plaît pas. C'est ça que j'aime bien aussi, la petite dichotomie, mais je pense qu'on aura l'occasion aussi de développer ça un peu plus tard. Mais la parole des concernés sur le sujet de la folie, c'est la même chose d'ailleurs que sur tous les groupes qui sont minorisés, c'est qu'on va pas laisser les personnes minorisées parler pour elles-mêmes. Ça va être d'autres personnes qui vont parler pour elles. Et ça, pour les personnes handy et les personnes folles de manière aussi, c'est d'autant plus flagrant le niveau de... Enfin, genre, on va pas laisser les fous parler pour eux. Et même dans des groupes où on est censé donner la parole, d'ailleurs, aux personnes marginalisées, hein, donc coucou la gauche, on va pas entendre les fous. Éventuellement, on va voir genre l'entourage, les proches, qui vont beaucoup être là. On a beaucoup de témoignages de proches qui nous expliquent à quel point c'est dur et à quel point c'est une souffrance au quotidien d'ailleurs de vivre avec une personne folle. Hein. Je le sais parce que le cousin du neveu de ma grand-mère est fou et du coup genre incroyable. On est obligé de le sédater parce que sinon genre il s'énerve. Oh là là. Mais bref. C'est vrai qu'il y a en plus il y a une facilité de délégitimation de la parole des personnes folles parce que en fait elles sont jugées comme des personnes qui sont pas lucides, pas capables de parler de. En fait la folie auto-justifie le fait de délégitimer la parole des personnes concernées. Et ça je trouve que c'est vraiment du coup le combat part de tellement loin pour relégitimer cette parole là, je trouve. Ouais, mais c'est vrai que c'est un truc qui est ultra bien foutu parce que du coup t'es fou. Donc, tu peux pas réfléchir à ta propre situation. Donc, il faut que quelqu'un d'autre parle sur toi et va pouvoir dire que tu ne peux pas parler de toi-même. Et si tu commences à dire, mais en fait, il dit de la merde, bah, on s'en fout de toute façon, ta parole n'a de base pas de poids. Ouais, non, mais le donc, système et marche bien. ça va même, regarde, si tu commences en plus à dire que genre le proche saint d'esprit qui parle pour toi, le psychiatre qui parle pour toi, quoi, dit de la merde, c'est la preuve que tu n'as même pas conscience de la gravité de l'état dans lequel tu es. Donc, c'est la preuve que tu es encore plus fou que ce qu'on pensait à la base. Et ça, je trouve que c'est un niveau... Genre, en vrai, en termes de procédure de délégitimation de la parole, il y aurait une volonté conscience de silencier les personnes folles, parce que c'est pas une volonté conscience, hein, c'est des dynamiques de pouvoir social qui sont là et qui font que on a un groupe qui est totalement marginalisé, invisibilisé. Mais ça aurait été volontaire, ça aurait pas pu se faire mieux. Oui, on n'aurait pas pu le faire mieux. Ouais, on aurait essayé de le réfléchir et de faire un plan machiavélique. Je pense que ça aurait été difficile de trouver un truc mieux, ouais, en effet. En effet. Non, mais c'est vrai que ça, je trouve vraiment ça important de le préciser, qu'on passe un peu de temps, etc. Parce que c'est très important de voir cela et de voir à quel point
du coup, toute critique de l'intérieur et tous les témoignages de personnes passées par les hôpitaux psychiatriques, on détaillera peut-être aussi un peu comment ça se passe dans les hôpitaux psychiatriques, comment on y va et tout après, mais comment tous ces témoignages-là sont complètement invisibilisés. Par exemple, une personne qui dit que ça se passe vraiment mal, qu'on est maltraité, etc. en hôpital psychiatrique, si on considère qu'elle est paranoïaque, ça va rentrer dans sa paranoïa, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, une fois que c'est comme ça, c'est ultra facile, du coup, de constamment délégitimer les personnes, quoi. Bref. Et d'ailleurs, j'ai aussi envie de faire un parallèle avec la question policière, hein, dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a énormément de liens à faire entre les deux. Parce que de toute façon, les institutions répressives marchent main dans la main, hein. Mais c'est que si jamais vous êtes considéré comme une personne dont la parole a un certain poids, genre typiquement le journaliste valide là, et qui allait se faire passer pour fou, ou des personnes qui ont la chance d'avoir un diagnostic psychiatrique qui les stigmatise un peu moins, et qui va faire que contrairement aux vrais fous, eux, ça va, quoi. Genre, ok, il était juste dépressif, mais maintenant ça va mieux. Mais j'étais en asile, et qui décrivent les conditions horribles, ou juste qui parlent de la situation de pouvoir qu'il y a vis-à-vis du psychiatre, ou à quel point les hôpitaux de jour, c'est aussi de la merde, enfin bref, va décrire une situation compliquée. Ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est « Non, mais c'est que t'as pas eu de chance, t'es pas tombé sur un bon, ou alors non, mais cette structure en particulier, elle est mauvaise, mais dans l'absolu, on va individualiser les mauvaises expériences, individualiser les mauvais traitements, individualiser les situations de torture, etc., plutôt que d'accepter le fait qu'il y a une critique systémique à faire au monde de la psychiatrie. De la même façon que quand un flic tue un môme dans la rue, c'est une erreur individuelle et pas un problème de la police peut tuer en toute impunité. Ce genre de choses. Voilà. J'aime bien aussi rappeler ce truc de l'individualisation des difficultés, parce que c'est quand tu commences à parler entre concernés, quand tu commences à parler entre survivantes de la psychiatrie, etc., que là tu peux commencer, c'est le principe, quand les personnes marginalisées se rendent compte qu'on vit les mêmes choses, c'est là que la lutte collective peut commencer et qu'on peut commencer à dénoncer les problèmes qui sont liés à un système, en fait, c'est pas juste à de mauvaises expériences. Oui, et puis que c'est pas son problème à soi, mais que c'est le problème de plein de personnes autour de soi, et que c'est quelque chose dans lequel on peut lutter collectivement et s'émanciper collectivement. C'est vraiment bien la manière dont tu l'as dit, je trouve. Hein, c'est vraiment intéressant. Ouais. Peut-être plus sur peut-être si tu as envie aussi d'en parler, je sais pas, parce qu'il y a Philippe là de chez Map qui posait une question sur le. Alors lui, il expliquait que lui, il avait Goffman, Foucault. Ouais, alors lui, il avait une. Philippe, moi je le connais, il a une approche très comment dire, très sciences sociales et très intellectuelle des différentes problématiques, un peu moi comme je peux avoir. Est-ce que toi, comment t'en es arrivé peut-être à cette réflexion anti-psychiatrie, si tu as envie de parler toi de ton parcours intellectuel là-dessus, si tu as envie d'en parler. Ouais. Et donc première question, et puis après je te poserai la question, peut-être ce sera l'occasion aussi de dire qu'est-ce que tu penses du travail de Foucault, etc. Même si de ce que tu m'as dit en préparant, je sais que t'es pas une personne experte de cela, quoi. Ouais, alors moi, donc c'est un truc dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais tout au long de ma vie, j'ai mon cerveau qui a identifié des zones en mode ça c'est dangereux, ne va pas commencer à mettre ton nez là-dedans dans ce genre de sujet, parce que ça c'est un danger. Donc il y a des choses où j'ai juste muré le champ des possibles en mode il faut pas regarder par là, il faut continuer à suivre la ligne, être normal, etc., ou éventuellement regarder à la marge, etc. J'ai eu ça pour la transidentité, typiquement, pendant longtemps, à être en mode dans le placard, il faut paraître normal, avoir donné l'impression d'être un mec, et ne pas s'intéresser aux questions queer, etc. Vraiment, on va pas regarder là-bas. Et j'ai aussi eu beaucoup ça pour la folie. Ce qui fait que, en fait, pendant longtemps, déjà, je me posais absolument pas de questions là-dessus. Je me suis construit mon propre vocabulaire, je me suis construit mes propres interprétations. Je passe beaucoup de temps à réfléchir avec moi-même et à discuter avec moi-même. En même temps, quand on est plusieurs à l'intérieur, ça aide d'avoir des discussions constructives aussi. Ça, plus la solitude. Enfin, c'est ce qui fait que très tôt, j'ai développé mon propre vocabulaire et mes propres grilles d'analyse et d'interprétation de moi-même. À l'aune de mes délires, à l'aune de mes vécus, etc. Ce qui était vachement pratique.
Puis, en arrivant à la fac, donc je détaille un peu plus que quand on en avait parlé en privé, mais histoire de vraiment poser le parcours, hein. Carrément. En arrivant à la fac, surtout en arrivant en master, j'ai rencontré des personnes qui s'y connaissaient d'un point de vue universitaire sur le sujet, mais pas tant de la folie que des luttes anti-validistes et anti-psychophobie, typiquement du militantisme autiste. Et c'est là que j'ai découvert déjà les qualifications psychiatriques, parce que c'est un truc dont j'avais toujours essayé de me tenir à l'écart. J'avais déjà eu des psys, mais de base, j'avais un seul réflexe avec les psys, c'est genre, tu ne leur dis pas tout, parce que c'est dangereux de tout leur dire. Genre, les délires, on va pas en parler, le fait qu'on est plusieurs, on va pas en parler. Voilà, les abus, on va pas en parler. Genre, de base, tu ne parles pas de ce genre de choses à un psy parce que tu sais que c'est dangereux. Genre, on a l'avantage d'être dans un monde où on sait que certains sujets risquent de te faire enfermer ou que sais-je. Donc en fait, j'ai toujours acté que psychiatrie égale potentiel danger parce que je savais je savais ce que je risquais, même si je savais pas, j'avais pas encore les mécanismes et que je réfléchissais pas en termes d'oppression. Je savais qu'à titre individuel, c'était des choses qui pouvaient me mettre en danger si j'en parlais. Donc on garde ça pour soi. Comme la transidentité, on garde ça pour soi. Tous les trucs qui peuvent me mettre en danger, en fait, je garde ça pour moi. Voilà, je bouge pas. Hop, la vision est basée sur le mouvement, tout ça, tout ça. Et donc là, j'ai commencé à découvrir tout ce qui était militantisme autiste et anti-psychophobie de manière générale, et à m'investir dedans parce qu'en fait, j'ai capté que techniquement, j'étais autiste, d'après les critères, la critère psychiatrique, etc. Pareil pour le TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, voilà, qu'il y avait plusieurs cases que je cochais et donc j'étais en mode ok, c'est militantisme, c'est logique, je vais rentrer dedans aussi et je vais commencer à m'informer sur les sujets parce que ça me concerne et que c'est des trucs dont je m'étais pas intéressé jusque-là et qui sont importants et qui me permettent d'expliquer et de comprendre des choses. Mais je m'arrêtais là, volontairement. Je savais qu'il y avait ailleurs, je savais qu'il y avait les questions psychiatriques qui étaient plus loin, de la folie, mais j'étais en mode là-bas, je vais pas y toucher. Je sais qu'il y a du militantisme là-bas, je sais que ça existe, je n'irai pas, volontairement, parce que je n'irai pas. J'ai pas envie de lire ça, j'ai pas envie de regarder ça. De toute façon, les descriptions de délire d'autres personnes, c'était des trucs qui me mettaient particulièrement mal. Donc j'étais en mode, ok, ils font leur militantisme, ça a l'air extrêmement important, mais moi je refuse d'aller regarder ce qui se passe parce que ça me mettrait en danger d'aller regarder là-bas. Et ensuite, sont arrivées les années les plus noires de ma vie, et qui est mes préparations d'agrégation. Parce que j'ai passé 3 ans à essayer de passer l'agrégation et être en système de prépa, donc c'était assez invivable. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai lancé une chaîne Twitch pour commencer à survivre. Pire idée du monde. Enfin, genre, dans le timing, c'était pas la meilleure idée du monde, mais bref, j'ai aussi commencé ma transition médicale à ce moment-là. Gros moment où j'ai décidé d'être en mode, allez, tant pis, on fait tout. Et en fait, c'était au cours d'une session d'examen blanc, où j'ai explosé. Où tous les trucs qui étaient sous le tapis sont revenus. Alors j'avais déjà des crises, des moments où je me retrouvais juste en PLS, littéralement je me mettais en PLS par raison de sécurité sur un tapis. J'ai littéralement un tapis chez moi qui est l'endroit où je m'allonge quand je vais pas bien. Je savais que des fois j'avais des crises, je savais, alors j'avais pas encore les termes, mais que on était plusieurs et qu'il y avait des haltères qui étaient là pour se protéger en interne. Ça c'est le vocabulaire de la multiplicité, peut-être que j'en parlerai un peu après pour définir, histoire de pas me perdre dans une parenthèse de parenthèse. Vas-y. Voilà, j'avais encore mon propre vocabulaire en parallèle de ce que j'avais appris du militantisme. Merde, j'ai plus le terme, mais genre anti-psychophobie, on va dire. Il me semble qu'il y a un autre terme plus précis, mais j'arrive plus à mettre le doigt dessus. Je l'ai pas noté. Mais en parallèle, j'avais mes propres mots pour décrire ce qui se passait à l'intérieur aussi, sur certains aspects. Des trucs sur lesquels j'avais pas les termes médicaux pour en parler, et mon vocabulaire me suffisait. J'arrivais à avoir mes propres concepts, mes propres trucs, et collectivement dans ma tête, on arrivait à gérer avec ça. Et donc là, j'ai explosé. Et j'ai commencé aussi à avoir des alus visuels, ce qui était pas ouf, parce que les alus visuels, c'est vraiment une alu que j'arrive pas à distinguer en plus de la réalité. Quand je commence à en voir 2-3 en quelques jours, je me dis ok, il y a vraiment un problème, il y a des trucs que je sais pas expliquer avec les éléments que j'ai sous la main. Je vais commencer à me renseigner. Et là, j'ai fait ce que je fais systématiquement lorsque je veux commencer à me renseigner sur un sujet, j'ouvre Wikipédia.
Et je me dis, bah, j'ai des alus, entre autres trucs, j'ai envie de savoir pourquoi j'ai des alus. Qu'est-ce qui fait que j'ai des alus? Bon, pour commencer, je me dis, bon, je vais regarder avec la page de schizophrénie. Je sais que je ne suis pas schizophrène parce que les quelques trucs que j'ai vus de vulgarisation sur la schizophrénie réalisés par des personnes non schizophrènes indiquent que c'est clairement pas moi, mais voilà, je vais commencer par là. Et j'ai commencé à lire et je me suis rendu compte qu'en fait, si, je cochais totalement les cases de la schizophrénie d'après le DSM. Donc ça m'a fait bizarre et j'ai commencé à me renseigner aussi sur d'autres trucs et de fil en aiguille, j'ai aussi découvert les trucs sur la multiplicité et compagnie. Donc c'est là en fait et j'ai ouvert la porte aussi en commençant à regarder un peu le militantisme anti-psy et le militantisme folle parce que c'était aussi des personnes qui se basaient pas forcément encore à l'époque sous l'étiquette anti-psy forcément, mais sur l'étiquette du militantisme fou. Neuroa, voilà, c'est le terme neuroa que je cherchais depuis tout à l'heure. Neuroatypique, Qui c'est ça. était dans la continuité, ouais, neuroatypique, qui était dans la continuité du militantisme neuroa dont j'avais l'habitude. Et c'est là que de fil en aiguille, du coup, j'ai appris des mots aussi et du vocabulaire qui me permettaient de développer typiquement le terme alter. Donc un alter dans un système. Donc un système, c'est une personne multiple. Ok, ah oui, là tu Donc, reviens sur la définition, vas-y. ouais, histoire de poser les Non, termes mais quand même. complètement, mais puis que les gens Et comprennent aussi. voilà. Et un alter, du coup, c'est un élément de ce système, un individu. C'est globalement, avant, on appelait ça personnalité multiple, et un alter, c'est une personnalité de la personnalité multiple. Pour reprendre la vieille terminologie, parce que ça va probablement parler à tout le monde. Vous voyez Split, qui est un film horrible d'un point de vue de la représentation de la folie. Voilà. J'ai pas vu. De toute façon, les films qui parlent de folie, c'est toujours horrible. Hein. Split, Joker et compagnie, là, jetez-moi tout ça. Et du coup, j'ai découvert ça et j'étais en mode, ok, maintenant je fais quoi? Parce que je découvre qu'un des trucs que je craignais le plus dans ma vie, qui était une de mes plus grandes peurs, qui était le fait d'être folle, parce que j'avais peur de devenir folle. Oui. Voilà, c'était une peur collective au sein du système de devenir folle et de se rendre compte que genre le cerveau qui était l'objet auquel j'avais accordé le plus d'importance et ma réflexion, etc., était un peu foireux, que certains éléments sur lesquels je m'étais construit en tant qu'individu et en tant qu'individu étaient faux, étaient des délires, étaient des idées délirantes, etc. Et j'ai eu un gros moment de ok, il va falloir que je remette en cause ma vie, etc. Depuis, c'est passé, j'ai réussi à en sortir, j'ai réussi à construire des trucs. À me rendre compte que mine de rien, bah, j'aimais bien ce que j'étais devenu en tant que personne, hein, ce qui est plutôt cool. Je pense que c'est plutôt une bonne chose quand vous êtes heureux de ce que vous êtes, sauf si vous êtes d'extrême droite. Dans ces cas-là, c'est pas ouf. Faut se poser des Mais questions. voilà. Et c'est là que du coup j'ai commencé parce que je suis une personne pour qui le militantisme est un élément central dans sa vie depuis très longtemps. En fait, j'ai été politisé extrêmement jeune. J'ai découvert l'anarchisme à 14 ans. Dès que je suis arrivé à la fac, je me suis syndiqué. J'ai besoin du militantisme. Le militantisme, c'est un élément qui est central dans ma vie. Que ce soit d'ailleurs militantisme au sein d'une orga ou même militantisme de mon côté, typiquement faire de la propagande sur Twitch, ce que je fais allègrement, ou voilà, Ce que tu fais là maintenant. véhiculer des concepts, former les gens, etc., apporter aussi des éléments. Le militantisme, c'est un truc qui est fondamental dans ma vie. D'ailleurs, la source vient dans mes idées délirantes, ce qui est assez cool. Petit syndrome, merde, comment on dit déjà, messianique. C'est toujours, c'est très pratique, en vrai, pour te forcer de te dire que potentiellement le destin du monde est lié à ta capacité à militer et à essayer de transformer les choses. Ce qui est complètement faux, hein, personne n'est utile, mais c'est un bon moteur des fois, en vrai. Et touk. Tu vas sauver le monde. J'en ai tout. Ouais, et du coup, le militantisme, j'en suis venu à travers les personnes folles que je suivais, notamment via les réseaux sociaux, enfin, uniquement à travers les réseaux sociaux, en fait, à l'époque, à comprendre les enjeux qu'il y avait derrière, à comprendre pourquoi ça me faisait peur la psychiatrie, à comprendre ce que je risquais, mais aussi pourquoi ça risquait. Pourquoi on m'expliquait, à travers certaines vidéos de vulgarisation de psychiatres ou quoi sur YouTube, que ce que je vivais était dangereux et me mettait en danger et était quelque chose qui était censé me faire souffrir. Ça, je me rappelle d'une vidéo qui m'a fait câbler parce que j'en parlais avec une personne folle du coup que je connaissais par une tierce personne. Enfin bref, on avait échangé, il m'avait envoyé des liens de vidéos au début où je commençais à masser les connaissances parce que j'étais en mode ok, je panique, je ne comprends pas genre je découvre un truc immense là, genre il y a toute une montagne que j'ai ignorée dans mon champ de vision. J'ai besoin de me renseigner et du coup j'étais tombé sur une vidéo d'un psychiatre qui parlait et qui commençait en disant on ne dit pas qu'on est schizophrène, on dit qu'on souffre de schizophrénie.
moi j'étais en mode, mais en fait, genre, les trucs qu'on met dans la schizophrénie, genre mes alus, etc. Bon, à l'époque, j'avais pas encore conscience d'être multiple, mais du coup, je mettais les autres alters aussi dans le principe de délire et compagnie. De toute façon, aujourd'hui, je m'en balance des séparations, mais à l'époque, je pensais encore beaucoup par diag. Mais du coup, il y avait cette idée de, en fait, moi, les trucs là qu'on considère que c'est pas bien, le fait d'avoir des idées délirantes, le fait d'être plusieurs dans la tête, le fait d'entendre des voix et compagnie, c'est pas un truc dont je souffre. En fait, c'est littéralement un truc qui me sauve la vie, un truc qui me permet de me lever le matin malgré le fait que tout mon corps me hurle de rester au lit, et de cesser de m'alimenter et de disparaître dans les limbes de l'oubli de l'histoire. C'est quelque chose qui me maintient en vie, qui m'a maintenu en vie jusque-là et qui continue de me maintenir en vie. C'est quelque chose qui me donne des raisons de vivre. C'est quelque chose qui me permet de faire face aux souffrances que je subis. Donc, quand on me dit que je souffre de ça, j'avoue que c'est un des trucs qui m'a fait câbler, où je me suis dit non, en fait, il y a vraiment il y a un angle mort monstrueux, c'est pas normal. Et du coup, je me suis rapproché, me suis beaucoup plus renseigné sur l'antipsychiatrie, qui était en mode des personnes concernées, la pérédance, et des personnes qui étaient en mode ok, j'ai des alus, qu'est-ce que je fais que si j'ai des alus? Ou bah ouais, genre on est multiples, etc. Donc des personnes folles qui parlaient de leurs propres expériences. Et, et ça me paraissait beaucoup plus logique et beaucoup plus pertinent vis-à-vis de ce que je vivais. Et ça, combiné à ma volonté de cramer le monde et voilà, je suis une personne woke, hein, selon les termes de l'extrême droite. Ça, on Évidemment, avait bien compris ça, je pense. Ça, on avait bien voilà, compris. il y a un système oppressif. Pour moi, ça paraît logique de le défoncer. Et surtout que c'est un sujet dont on parle très peu. Donc forcément, on en parle très peu. C'est un sujet qui me concerne. Donc j'ai décidé d'en faire un de mes principaux chevals de bataille parce que bah. Et Voilà. il y a une personne qui demandait, l'île marxiste dans le chat, qui demandait, excusez mon ignorance, ça veut dire quoi des idées délirantes? Comment tu pourrais expliquer de quoi tu parles quand tu parles de ça, pour expliquer peut-être à des personnes complètement. Ouais, alors globalement, ce que je mettrais derrière, des idées non fondées qui sortent un peu nulle part, et qui sortent de la norme fortement. Alors, en fait, c'est un truc qui est de base très vague, qui est très difficile à définir, mais par exemple, ça peut être typiquement dans les délires paranoïaques, hein, la sensation que genre tous les gens autour de toi te veulent du mal, ou qu'il y a des entités invisibles ou obscures qui se cachent dans les ombres, qui te veulent du mal, etc. Là, je parle typiquement ou qu'il y a voilà, une personne qui se trouve au coin de la porte et qui va te sauter dessus dès que tu vas regarder ailleurs ou quoi. Là, je décris par exemple quand j'ai des crises paranoïaques, des moments où je sais qu'il y a un danger imminent qui va m'arriver dans la gueule, et qu'il faut que je me tienne sur mes gardes. Et voilà. Alors objectivement, là, il n'y a pas de danger, ou en tout cas pas le danger que j'identifie. Voilà. Là, c'est pour la paranoïa, typiquement, mais ça va aussi être des éléments. Typiquement, quand je me retrouve à discuter avec un avatar de la réalité, je pense que ça rentre facilement dans l'étiquette du délire. Oui. Le fait que je puisse communiquer directement avec le tissu de la réalité. Le fait de pouvoir jongler à travers l'univers des possibles et des futurs et des passés, ça rentre dans la case des délires, etc. J'ai pas trop de problème à identifier ce qui est personnellement dans mon vécu, ce qui rentre dans le délire et ce qui en sort, parce que j'ai fait beaucoup de travail de tri aussi, de réfléchir, et que j'arrivais à distinguer très facilement ce dont je peux parler à la personne en face, ou ce dont il ne faut pas que je parle à la personne en face. Parce que cette personne va me regarder chelou, et genre chelou différemment que quand je dis qu'il faut abolir l'État et brûler les commissariats. Voilà, c'est une question de nuance de ce qui est socialement accepté ou non dans les façons de penser. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est que en le pensant, en le projetant dans le regard d'une personne qui ne connaît pas le sujet et qui aborde qui va avoir un regard normé sur cela, tu peux assez rapidement définir ce qui est de l'ordre de ce qui est de la normalité et de l'innormal pour ces personnes-là et pour la société, quoi. C'est en le retournant, quoi, un peu. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ce que et je note, je crois que c'est la première fois qu'il y a certaines des choses là dont je parle que je décris à voix haute sur Internet. Ou même que je décris à voix haute à d'autres personnes, parce que ça a été un long chemin, hein, pour commencer parce que c'était vraiment un des éléments fondamentaux de ça. Tu bloques, tu le dis pas parce que c'est chelou et genre c'est tout con, mais quand en plus à côté de ça t'es connu pour être la personne qui a un discours ultra argumenté, genre des idées qui sont très très arrêtées et t'as un gros bagage intellectuel aussi et militant,
Si derrière tu commences à dire des trucs qui paraissent complètement absurdes et trop bizarres, genre ça va invalider toute ta parole. Parce que, encore une fois, les fous ne peuvent pas réfléchir, hein, on rappelle. Pour Oui, les si deux, à trois un qui ne moment suivent donné, pas. si à un des moments donnés, tu as l'air d'avoir des idées délirantes, alors ça veut dire que toute ta réflexion est à. C'est ça. Et d'a- Alors que, certes, hein, mon engagement à gauche, le fait que je me sois tourné vers l'anarchisme, le fait que je sois en lutte contre tous les systèmes de domination, etc. Oui, je sais qu'à la base, ça vient de délire. Je sais que je me suis construit, genre, en tant que personne et en tant que militante, à la base, autour d'idées délirantes ou de visions de trucs. Et en même temps, derrière, quand j'ai réfléchi, c'est ouais, mais est-ce que ça invalide vraiment la légitimité de ces combats? Est-ce que, c'est une mauvaise chose en soi? Et encore une fois, ça revient sur c'est pas la psychiatrie va pas médicaliser des choses qui sont un danger, forcément. C'est vraiment des choses qui sont socialement jugées inacceptables. Hmm. Genre, ouais, le fait de te lancer en croisade personnelle contre le monde parce que t'as des délires, c'est chelou, hein. Sauf si c'est une croisade qui rentre dans l'ordre des choses fixées, en amont, comme étant socialement acceptées. Dans ce cas-là, c'est pas fou. Par contre, voilà. Et c'est bon. C'est encore une fois, c'est socialement situé, en fait, la folie. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'avais pas du tout, enfin que j'avais pas du tout en tête, que pense qui est très intéressant pour les personnes qui écoutent là sur la question de ce que tu disais, le retournement de dire bah en fait la manière dont la multiplicité, ma multiplicité, c'est ça qui m'aide aussi à me lever tous les matins et c'est en fait tu le perçois toi comme ultra positif alors que ça va être perçu comme très négatif et de l'ordre de la maladie par l'institution psychiatrique par exemple. Et d'ailleurs il y a Clanmy qui disait dans le chat tout à l'heure, les personnes dans la tête qui sont là pour aider, oui. Parfois j'en ai plusieurs autres qui viennent parce que j'ai des trucs problématiques dans la vie. Des fois j'aimerais résoudre le problème à la source, mais les voix sont juste là pour m'aider. Et c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu dis en fait. C'est pas à eux qu'il faut blâmer, les voix, etc. quoi. C'est vraiment, moi je trouve c'est vraiment intéressant ce retournement là. Ça revient sur la folie au sens les symptômes de la folie, les émanations, le fait d'entendre des voix, le fait d'avoir des allus, le fait d'avoir des crises parano, etc., etc. Ça sort pas non plus du cul d'une vache. C'est des choses qui sont là pour une raison, c'est qu'à la base, ton cerveau, il est là pour te maintenir en vie. On est une machine biologique, hein, on est un singe qui court dans la savane, on est le produit de l'évolution. Et le cerveau, c'est loin d'être un outil parfait. Il va se retrouver face à des situations de danger, face à des traumatismes, face à des situations de stress intense, etc. Et il va devoir deal comme il peut, avec les productions d'enzymes qu'il a, avec la façon de se construire, etc. Et en fait, les choses qui vont être ensuite jugées comme mauvais par la psychiatrie et par la société, c'est à la base des éléments qui sont là pour te maintenir en vie. C'est des éléments qui sont là pour te protéger. Si les voix qui sont là, en général, et c'est un truc qui se retrouve beaucoup chez les groupes d'entraide, d'entendeuses de voix, etc., c'est pas forcément des choses mauvaises, parce qu'on a, pour les trucs, on a toujours en tête l'image du tueur fou, dont les voix lui indiquent de commettre des meurtres. Dans les faits, si tu entends des voix, c'est parce que ton cerveau, il traduit certains trucs en voix. D'ailleurs, les voix sont souvent là pour t'aider, ou au moins te faire passer des messages que tu captes pas. Quand j'ai des crises paranoïaques, elles sortent pas non plus de nulle part quand elles arrivent. C'est qu'il y a des éléments qui font qu'il y a un moment, le danger peut potentiellement être là. Et sauf que, comme il va pas forcément être visible, qu'il va pas forcément être capté, il va prendre une autre forme, une forme que le cerveau peut matérialiser, que le cerveau peut gérer, et il va deal comme il peut. Il le fait pas forcément bien, mais il fait comme il peut. Si on est plusieurs dans ma tête, c'est parce que mon cerveau, il a trouvé que la dissociation, c'était un truc vachement pratique pour deal plein de situations, et que du coup, on se retrouve plusieurs à gérer le bateau parce que il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à la barre, malheureusement, pour naviguer dans la vie, mais que tout le monde n'a pas forcément l'énergie de la tenir. Donc je me retrouve à dissocier, etc. Et on est plusieurs et on prend le relais en fonction des situations, en fonction des compétences de chacune, pour deal aussi les événements et les souvenirs. Je sais que j'ai pas toujours accès à ma mémoire complète, et c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste que tout le monde n'a pas la capacité de deal toute la mémoire. Voilà. C'est la folie, c'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme de protection, qui parfois peut être compliqué, qui parfois peut être très dur à vivre. Parce que des fois, le cerveau, il peut faire de la merde aussi. C'est juste qu'il va se rendre compte que telle chose, dans un instant T, va aider pour telle situation, mais qui parfois peut être néfaste sur le long terme. Mais ça, c'est aussi le problème de... comment dire ? Le cerveau, il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Il peut apprendre à faire de meilleures façons. C'est à ça que servent les groupes de pair et danse, par exemple. C'est à ça que... c'est à ça que ça sert, en fait, de s'aider ou d'être ensemble en tant que personne folle aussi, c'est que on peut vivre les mêmes choses et se rendre compte des meilleures façons de deal, etc.
sachant que, comme du coup, je sais plus qui avait mis, mais des fois, ça va être plus simple de régler le problème à la source. Les manifestations de la folie, en fait, c'est des conséquences des trucs qu'on vit, des trucs qu'on traverse, etc. Et médicaliser ça, criminaliser le fait de survivre face à des difficultés, face à des problèmes, face à des violences, c'est un peu chaud. Personnellement, je trouve que blâmer le résultat des conséquences des violences, c'est pas la meilleure chose à faire. Genre, faudrait mieux abolir le capitalisme, l'État, les systèmes d'oppression et les discriminations. Et déjà, je pense qu'on aura réglé tellement de problèmes en soi. Voilà. Non, mais et puis Mais- c'est bien que tu précises aussi parce que voilà, il y a des personnes pour qui sont assez honnêtes avec, pour qui c'est pas clair, mais par exemple enfin parler d'antipsychiatrie, ce n'est pas non plus être dans la négation des souffrances des personnes, etc. Pas du tout quoi. C'est vraiment dire comment on peut considérer ces moments de souffrance et d'ailleurs de quoi elles font partie, comment on le pense plus largement. Et tout ce que tu disais depuis tout à l'heure, comment on l'intègre dans une autre réflexion et qui est une réflexion qui peut aussi et qui doit surtout partir des personnes concernées, etc., etc. Donc ouais, je trouve ça trop la solution à abolir le capitalisme. Il y a des personnes qui bizarrement te rejoignent dans le chat. Ouais, c'est marrant. c'est Quand on marrant. parle de ce genre de sujet, en général, C'est bizarre. Moi, je pensais pas que mon chat était aussi aussi militant, hein, nous qui voulions être apolitiques, mais bon. Ouais, Euh, désolé, hein, l'apolitisme pragmatique, j'essaye aussi de défendre ça sur ma chaîne, évidemment. Hein. mais bref, voilà. Non, mais pour le chat de gauche, apparemment. Mais bon, écoutez, on Ouais. fait avec, on fait avec. Ça arrive. Alors, du coup, on a fait ça. On parlait. Je voulais peut-être parler. T'as pas mal. Et je trouvais ça, justement, c'est trop cool que t'aies fait tout ce Et détour. Ouais, vas-y, dis, tu voulais dire quelque si chose. je peux me permettre un Ouais, petit vas-y. instant auto-promo au passage, parce que c'est un projet que je commence Bien à sûr. développer, comme je vois des personnes réagir ou quoi, un truc que j'ai prévu d'essayer de lancer sur la chaîne, probablement en novembre. Donc ça, j'en reparlerai via mes lives et via le Discord. Mais j'ai très envie de commencer à faire des lives en mode radio libre pour parler folie et psychiatrie, antipsychiatrie, etc., entre personnes folles notamment, pour qu'on puisse partager nos expériences, partager nos vécus voilà, autour de certaines thématiques. Donc j'en reparlerai, mais voilà, s'il y a jamais il y a des gens que ça intéresse, c'est un projet qui commence à me tenir à cœur de construire des endroits de pérédance et des endroits d'aide. C'est quelque chose que j'ai envie d'essayer aussi de lancer IRL autour de moi dès que je vais avoir du temps pour l'unité IRL, J'ai shoot out c'est-à-dire dans ta 3 chaîne. semaines à la fin de mon contrat. J'ai shoot out ta chaîne. Mais voilà, Voilà, si vu vous que j'ai l'avez la pas vu. chance de pouvoir avoir un petit peu d'audience sur Twitch, enfin un petit peu, hein, mais voilà, et d'avoir beaucoup de personnes aussi autour de moi qui sont comme ça, je pense qu'il y a un endroit où en parler, visibiliser aussi certaines difficultés, certains vécus et pouvoir en réfléchir ensemble entre personnes concernées, c'est un truc qui est un peu vital et du coup c'est vraiment un projet là qui... J'en parle maintenant parce que voilà, j'ai peur d'oublier si je fais juste le petit point en fin de live, mais voilà, si jamais il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas à même m'envoyer un MP ou quoi pour me dire ou quoi. Une fois que j'aurai fini de régler les détails, je vais essayer de voir un peu comment faire ça. Parce que c'est un truc que j'ai jamais fait, mais comme c'est un projet qui me tient de plus en plus à cœur et que j'ai envie de mener, j'en profite là vu que ça se glisse bien dans la conversation. Le Ouais, moment complètement. auto-promo. Non, mais complètement, t'as raison. Et je pense que ça peut intéresser en effet plein de personnes. J'ai mis, il y a le lien de ta chaîne là, hein, du coup, dans le chat là, donc n'hésitez pas à aller follow évidemment. Pour voir ce qui arrive, et ça peut être en effet ultra intéressant à écouter, ou même du coup pour les personnes de participer et de venir témoigner si tu parles de projets de radio libre. Pour faire alors du coup une petite transition, essayer de peut-être parler aussi transition exactement. Voilà. Désolé, blague trans. Non, mais très bien, on apprend. Et ça me fait rire, donc je valide complètement. Qu'est-ce que par contre, ça me fait perdre dans mes mots, mais c'est pas grave. Je voulais peut-être parler de l'institution, enfin, pour continuer de parler de l'institution psychiatrique, et peut-être aussi pour parler de quelque chose qui est un peu la pointe immergée de l'iceberg, mais qui est pourtant tellement le sujet de la psychiatrie, tellement le sujet des personnes folles est méconnu, qui est pourtant souvent très méconnu, c'est l'hôpital psychiatrique
comment ça se passe, toutes les choses qui s'y passent encore, alors qu'on a l'impression que c'est que dans de réflexion un peu comme ça, on a l'impression que c'est d'un autre âge, etc., etc. Est-ce que peut-être ça te va d'en parler un peu? Et peut-être pour commencer, je sais pas si tu peux nous parler de ça et si tu connais un peu comment ça se passe, mais comment on peut se retrouver, enfin comment on peut se retrouver à devoir aller dans un hôpital psychiatrique, sachant que on peut rentrer dans un hôpital psychiatrique. Alors, je vais mettre des guillemets parce que ça peut être sous condition et ça peut être mais on peut rentrer volontairement et en tout cas y rentrer, y être là libre et en ressortir. On peut aussi être enfermés par d'autres personnes, donc c'est pas nous qui décidons d'y aller, c'est des personnes qui décident à notre place, en l'occurrence des psychiatres, si on doit aller en hôpital psychiatrique pour une certaine durée, etc. Comment ça se passe, le fait d'aller ou non en hôpital psychiatrique et dans telle ou telle condition? Alors, là déjà, petit disclaimer parce que jusqu'à présent je parle beaucoup de moi. Voilà. Classique, le narcissisme chez personne folle, de toute façon, je le sais, j'ai déjà entendu des psychiatres le dire. Mais personnellement, je ne suis pas une rescapée de la psychiatrie. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours identifié le fait que certaines choses, il fallait pas en parler. Parce que en parler était égal m'attirer des problèmes et risquer l'enfermement. Même si j'avais pas les détails à l'époque, etc. Ce qui fait que je suis toujours passé entre les gouttes. Je me suis toujours débrouillé en fait pour paraître normal et j'avais un très bon masking. Les personnes pendant des années, genre les gens ont mis 20 ans et un coming out verbal de ma part à comprendre que j'étais pas cis, puis ensuite que j'étais valide, etc. Enfin genre bref, le niveau d'auto-aveuglement des gens autour de moi est très doué, enfin est très élevé, mais j'ai aussi un bon masking. Je suis très douée, je suis très bonne comédienne. D'ailleurs, j'ai fait du théâtre. On m'a tout de suite dit waouh, c'est très bonne comédienne. J'étais en mode sans déconner. Peut-être, est-ce que tu peux je dire sais juste... ce que je cache. Excuse-moi, est-ce que tu peux dire juste Ouais. qu'est-ce que tu entends par rescapé? On dit aussi survivant, Ah oui. survivante. Est-ce que tu peux juste dire ça? Alors, en fait, rescapé de la psychiatrie, survivant de la psychiatrie, quelqu'un qui est passé par l'institution psychiatrique, en fait. Et alors, chez les rescapés, ça va beaucoup être les personnes qui ont réussi à en sortir, ou au moins, genre, à être dans un stade de liberté conditionnelle, on va dire. En tout cas, des personnes qui sont passées par l'institution psychiatrique. Moi, c'est pas mon cas, du coup. Sachant qu'il y a aussi, donc, derrière, je vais aussi mettre, évidemment, les personnes qui sont encore, je pense, à tous les camarades qui se retrouvent encore aujourd'hui internés ou quoi, malheureusement, parce que la force, on va dire, des réseaux sociaux comme lieu de rassemblement, c'est qu'on peut discuter avec plein de personnes, des personnes qui en sont sorties, des personnes qui y sont encore. Et donc là, pour répondre à ta question, je vais m'appuyer surtout genre sur les témoignages, soit d'autres militanteux, soit des personnes de mon environnement, parce que très étrangement, j'ai beaucoup d'amis folles ou qui sont amis avec des personnes folles. Typiquement sur le comment on peut se retrouver en institution, j'ai le témoignage d'une pote qui était pas du tout militante et qui a découvert l'antipsychiatrie grâce à moi après son témoignage de comment parce qu'elle a failli se faire interner en fait. Elle a passé un week-end avant de finir à l'HP et elle a réussi à ne pas aller à l'HP grâce à son mari. Donc voilà, d'ailleurs merci au mari de ma pote. Mais globalement, j'essaye de me rappeler de ta question de base, mais donc les HP, c'est une horreur. Comment ça va, que ce soit. Ouais. Alors, on parlera peut-être de ce qui s'y passe dans une Ouais, deuxième après, partie. Je te pose la question après. Par contre, comment, qui décide, comment on décide que quelqu'un doit aller en HP ou pas, et comment on décide aussi qu'il doit y aller contre son gré ou non, etc. Peut-être comment ça fonctionne un peu. Il y a plein de façons d'y arriver. Celle qui paraît la plus évidente de base, c'est d'y aller par soi-même, parce qu'on va mal et qu'on a besoin d'aide, et donc on se tourne vers la seule solution qui nous vient en tête pour aller mieux. Par exemple, là je pense typiquement pour les personnes dépressives, c'est d'aller à l'HP, vu que c'est là qu'on te dit d'aller, etc. Et où tu découvres que l'endroit va pas forcément t'aider. Ou en tout cas, ça va beaucoup dépendre de qui tu es et de ce qu'il y a dans ton dossier médical. Après, ça va beaucoup se faire. Il y a aussi le cas de se faire interner pour des raisons judiciaires. Quand vous savez, vous avez des experts psychiatriques quand vous vous faites juger, et si jamais vous êtes
on juge que vous êtes fou et donc vous n'êtes pas responsable de vos actes, vous évitez la prison et à la place, vous avez le droit à l'HP. Ce qui est vachement mieux parce que du coup, vous n'avez pas de date de sortie légale. Vous avez littéralement moins de droits que si vous étiez en tôle et on va vous foutre sous camisole chimique. C'est parfait. Ça, c'est ça le traitement de faveur des personnes folles dans la justice. Toujours un plaisir. Ça, c'est pour toutes les personnes de droite qui sont en mode ouais, blablabla, genre il est jugé fou donc il va avoir droit à un traitement de faveur ou quoi. Pardon, rire nerveux. Et il y a aussi ensuite où vous allez avoir droit à plus ou moins de pression en fonction de ce que vous avez. En fait, ça va tellement dépendre des cas. Mais si on juge que par exemple vous êtes en danger, si déjà vous avez un suivi psy, on identifie le fait que vous êtes une personne qui peut être un danger pour elle-même, pour des raisons d'automutilation, de risque suicidaire, ce genre de choses, on peut décider de votre internement. Par exemple, si vous êtes à l'hôpital parce que, disons, vous êtes automutilé ou un truc comme ça, on peut décider en fonction de votre cas potentiellement de vous y faire entrer. En théorie, il me semble de mémoire qu'on n'a pas le droit de vous y amener de force. Vous allez juste avoir énormément de pression de la part du corps médical, de la part de l'entourage, parce qu'évidemment, on va faire du forcing auprès de vos proches, parce que si jamais vous êtes considéré comme n'étant pas capable de prendre une décision par vous-même, ça va être à vos proches de trancher. Donc faites très attention à votre entourage. Moi, je sais que mes partenaires, donc la personne avec qui je partage ma vie, ça fait partie des premières choses que je lui ai dites en mode déjà je suis folle, il faut que tu le saches parce que ça peut être important pour notre relation que tu en aies conscience. Et un peu après, genre il est hors de question que que je me fasse interner en fait. Je préfère crever que me faire interner. J'avais pas dit comme ça à l'époque, maintenant je pense que c'est comme ça que je formulerai. Donc ça va être beaucoup ça en fait. Et là typiquement j'ai l'exemple d'une amie donc qui avait des suivis, psy, psychologue, psychiatre, beaucoup de choses parce que bon, situation très complexe, je vais pas m'amuser à raconter sa vie en live parce que je lui ai pas demandé son autorisation avant. Mais voilà, à base de PTSD complexe et compagnie. Et elle s'est retrouvée dans une situation voilà, où elle s'était fait du mal à elle-même et où on était en mode, en fait, là, la situation, pour vous, le mieux, ça serait d'être un endroit où vous pourriez vous reposer, où vous auriez voilà, des praticiens de santé qui seraient là pour prendre soin de vous, etc. Donc au début, elle était en mode why not? Je ne sais pas, j'ai confiance en la psychiatrie, vu que la psychiatrie essaye de m'aider sur tous mes problèmes, etc. Donc elle s'est retrouvée... Alors d'abord, j'ai plus le nom de... Comment ça s'appelle, mais elle était sur un truc intermédiaire en mode clinique. Je crois que c'était une clinique. Et donc elle n'était pas encore en HP. Mais on voulait l'envoyer en HP. Et globalement, elle s'est fait torturer en fait pendant le temps d'un week-end. C'est des choses qui rentrent dans le cadre de la torture. À base d'isolement, de privation de nourriture, de violence psychologique, etc. Et derrière, il y a eu de grosses pressions pour l'envoyer en HP. D'ailleurs, du coup, il fallait l'autorisation de son mari, qui était donc son proche, qui pouvait avoir le poids de la juger irresponsable et de la faire envoyer. Et le corps médical a beaucoup forcé en mode elle n'est pas capable de prendre des décisions vis-à-vis d'elle-même, elle se rend pas compte de ce qu'elle vit, etc. Elle est un danger pour elle-même. Il faut l'envoyer pour son propre bien. Elle a eu de la chance d'avoir un mari qui est très à cheval sur la question de consentement et qui est en mode si elle dit qu'elle veut pas y aller, elle ira pas. Donc elle a réussi à s'en sortir après, avant de finir à l'HP. Mais on va dire que ça l'a un peu vacciné de la confiance en la psychiatrie. Donc ça peut reposer sur des proches, ça peut reposer. Ok, non mais c'est intéressant. Ouais, mais c'est beaucoup. En fait, la parole des proches c'est fondamental là-dessus parce que à partir du moment où t'es fou, ta parole n'a pas de valeur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu et donc peux du dire coup, ce que tu veux. Celle des proches va être beaucoup plus prise en compte, quoi. C'est ça que tu dis. Ça ou éventuellement un document notarié que vous avez fait. J'ai plus le nom comme ça, mais quelqu'un dans le chat va probablement l'avoir. Mais vous pouvez faire un acte notarié à un moment où vous êtes jugé comme étant en pleine possession de vos facultés intellectuelles, où vous dites par exemple il est hors de question que je foute le moindre pied en institution psychiatrique. Et là, à partir du moment où l'acte est signé devant
C'est un acte notarié, donc qui fait preuve de foi, et si c'est un moment où vous étiez en pleine possession de vos facultés intellectuelles, on ne pourra pas vous faire interner de force à partir du moment où vous avez posé vos volontés là-dessus. Mais sinon, c'est la parole des proches qui tranche. Donc si les proches sont en mode non, mais cette personne est un danger pour elle-même, faut aller la faire interner, vous êtes niqué. Ok. Donc voilà, c'est très facile au final de s'y retrouver. En plus, si jamais vous avez un suivi médical avant, donc suivi médical, genre vous avez un diag officiel, vous avez un suivi médicamenteux, que sais-je, ça va jouer contre vous. Si jamais, voilà, vous êtes délirant. Vous avez déjà été délirant, vous ne identifié, pouvez pas savoir ce qui est bien pour vous. Donc pouf, allez hop. Il y aura un replay dispo, il y a plein de gens qui demandent ça. Il y aura un replay, excuse-moi. Il y aura un replay dispo pendant au moins 2 semaines sur la chaîne. Moi j'ai toujours dit que je mettrais les interviews sur YouTube, mais je ne l'ai pas encore fait, donc je vais arrêter de promettre. Voilà. Et puis j'ai pas demandé à Brick si elle était d'accord. Non, mais il y aura un replay. Il y aura un replay en tout cas pendant 2 semaines. En tout cas, il y aura un replay pendant 2 semaines sur la chaîne. Là, ça reste 2 semaines les replays, je crois, sur Twitch. Donc il y a un replay là disponible pendant au moins quelques jours. Voilà. Ok. Alors. Tu vois. J'ai le témoignage de Donne la Papate là que je viens de voir. Vas-y. Tac. Je voulais lire. Ouais, le parallèle avec la garde à vue est très, très bien trouvé en fait. C'est totalement. Je lis peut-être Donne la Papate qui dit tu peux le lire, je pense. Pour une connaissance, l'internement a été décidé. Donc Donne la Papate qui parle. Donc pour une connaissance, l'internement a été décidé par une psy entre guillemets à l'accueil d'une clinique suite au concoyage décidé par l'hôpital public. En 10 minutes d'entretien, pendant cet entretien, alors même que le diagnostic n'était pas posé, la secrétaire a essayé de me forcer la main pour autoriser l'internement. Je suis un pote, ni famille ni tuteur ou quoi, en ajoutant si vous le faites pas, on appelle l'hôpital public, ils valideront. Donc j'ai dit non et fallait savoir, et on me l'avait pas dit, s'il avait dit oui à son internement, ça aurait entre guillemets permis une sortie plus facile, mais j'ai jamais su si c'était vrai, vu à quel point tout était mensonger, on se croirait en garde à vue. Et donc la comparaison de la garde à vue, tu la valides. Ouais. En fait, à partir du moment où vous dites oui dans ce genre de cas, vous êtes interné. Enfin, il y a eu l'internement. Donc là, pour faire sortir la personne de l'internement derrière, c'est encore plus galère. Là, vraiment, le parallèle avec la garde à vue, c'est ça. C'est typiquement, vous acceptez l'internement, c'est comme si vous avouiez avoir fait ce que la police vous reproche. C'est littéralement... Bon, même si là, c'est plutôt vous balancer votre copain d'à côté. Mais on va en tout cas vous mentir sur certains trucs en disant non, mais si vous le faites pas, de toute façon ils sortiront pas, etc. On va peut-être aussi pas mal vous mentir à vous pour que vous fassiez interner votre proche, dans le but de vous convaincre de faire interner votre proche, quoi. Dans tous les cas, et dit Orden, il y a beaucoup de parallèles entre psychiatrie et anti-carcéralisme. Carcéralisme, oui. Carcéralisme, oui, non, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, hein. Très clairement, 2 institutions qui décident de qui est gentil, qui est méchant, et qui enferment les méchants et qui laissent libres les gentils sur la base de normes sociales. Évidemment que, pour vraiment le rendre très, 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 très truc, et forcément qu'il y a des points communs. Ouais. Et dans les 2 cas, c'est la même personne d'ailleurs qui se charge de regarder les conditions de vie dans les asiles et dans les prisons. Et dans les prisons, c'est l'observateur des lieux de privation de liberté, dans les 2 cas, qui d'ailleurs, pendant l'événement là qu'il y avait eu en décembre, on s'était lu le communiqué de presse du dernier rapport, qui est quand même, voilà, l'observateur des lieux de privation de liberté dit ça pue la merde, littéralement. Enfin, ça pue la pisse plutôt, mais c'est horrible les conditions de vie en milieu asilaire. Voilà. Yay. Oui, voilà. Et puis pour peut-être revenir, pour continuer peut-être aussi sur les conditions de vie en hôpital psychiatrique sont, comme tu disais, décrites dans beaucoup de rapports comme complètement inhumaines. Il y a énormément de choses qui relèvent de l'ordre de la torture, qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques, que ce soit tout ce qui va être de la contention, de l'ordre de la contention. Il y a par exemple de l'immobilisation physique qui existe encore beaucoup. Alors s'il n'y a plus trop de camisoles, il me semble, de ce que j'ai compris, il y a en tout cas aujourd'hui des lits sanglés. Donc on vous attache avec on vous a le temps de vos entre guillemets crises et d'ailleurs ça peut être du coup sur de pendant 2 jours vous pouvez être laissé attaché à un lit sanglé, complètement sanglé, etc. Donc
dans l'impossibilité de faire aucun mouvement. Il y a évidemment tout ce qui va être de l'ordre de la sédation, donc ce qu'on appelle la camisole, ce qui est appelé la camisole chimique, hein, le fait de vous mettre sous médicaments pour vous shooter, quoi, etc., etc. Donc il y a c'est de la camisole chimique maintenant avec un cocktail sédatif qui te réduit en légumes. Voilà, l'âne qui broute ailleurs, exactement. Après, aussi, il faut quand même préciser qu'il y a des grosses disparités selon certains HP, etc. Il y a des choses... mais ça montre aussi, moi je trouve d'ailleurs qu'il y a autant de disparités entre certains HP et d'autres, de la fragilité de la discipline qui n'a pas du tout les mêmes approches des personnes en fonction de l'endroit où on est. Mais bon, je sais pas si tu as des choses à compléter là-dessus, parce que là j'ai listé un peu de tête. Mais... Typiquement, si d'ailleurs, pour les cas de... Genre, je sais que si c'est juste de la dépression, un truc comme ça, et que vous n'êtes pas un profil trop à risque, on va dire, genre si vous êtes blanc, cis, ou en tout cas que vous arrivez à avoir un passing pas dégueu, enfin que vous allez à peu près. Merde. J'ai plus nom. Charles Perrin, à Bordeaux, ça va. Ça fait partie, a priori, des moins pires de France. Je sais que je connais quelqu'un qui allait à Charles Perrin, pour qui ça s'est relativement bien passé. Il y a genre qui pouvait garder son téléphone, sauf le premier jour ou les 2 premiers, je sais plus, mais où il y avait moins de privation de liberté que dans la majorité des trucs. Donc voilà, il y a aussi les noms qui circulent comme ça de où est-ce que c'est le moins pire. Mais c'est... je dis pas, genre juste Orden, je dis pas il y en a des biens, je dis pas il y a des bons psychiatriques et des mauvais psychiatriques, je dis qu'il y a des disparités très fortes. C'est pour ça que je dis aussi le moins pire. Hein. Ils sont tous mauvais, tous les hôpitaux psychiatriques sont à brûler, on est d'accord là-dessus. C'est juste qu'il y a des disparités de pratiques qui sont très fortes en fonction des hôpitaux psychiatriques, et il y a des hôpitaux psychiatriques qui sont réputés comme moins pires que d'autres, et c'est exactement ce qu'est en train de dire Brick. Mais oui, tu as raison qu'on le précise bien, il y a rien dans tous les cas, c'est une institution à brûler, en effet. Ouais. Et de manière générale d'ailleurs, hein, si jamais vous avez besoin, parce que je pense qu'un des principaux problèmes de l'institution psychiatrique, l'un des pires trucs de cette merde, c'est qu'il y a un monopole. Il y a un monopole de la question des questions psy, en fait, dans l'institution psychiatrique, que si vous allez mal, la première chose vers laquelle vous allez vous tourner, et parfois la seule chose vers laquelle vous allez pouvoir vous tourner, si vous êtes genre isolé socialement ou quoi, c'est l'institution psychiatrique. Et du coup, ça fait que vous n'avez pas le choix. Mais du coup, si vous devez, hein, parce que jamais je blâmerai une personne qui va volontairement aller en HP parce que sinon elle va en finir avec sa vie ou ce genre de truc, hein, genre vous dealez, genre tout le monde deal comme il peut, genre ça il y a pas de problème. En fait, c'est la seule solution. La dernière personne à acheter la pierre. Voilà, c'est des fois la seule solution qu'on peut avoir, et malheureusement parfois c'est la seule solution. Renseignez-vous d'abord. Renseignez-vous éventuellement si vous avez des mouvements militants dans le coin ou sur internet, parfois des Discord ou quoi. Des personnes qui peuvent avoir des infos, quoi faire, quoi dire, ce à quoi il faut faire attention, etc. Éventuellement, parfois, les médecins auxquels vous pouvez avoir un peu plus confiance au sein de la structure, ce genre de choses, c'est des infos qui peuvent parfois être ultra importantes, en fait, parce que, encore une fois, c'est comme si vous passiez devant des flics. Il faut faire attention à ce que vous allez dire, il faut faire attention à ce que vous allez renvoyer comme image, et même si votre vie en dépend, en fait, votre vie en dépend aussi à l'intérieur, quoi. Donc faites gaffe à vous et n'hésitez pas à vous rapprocher des milieux militants. Parce que, en fait, comme toute personne marginalisée, le militantisme, c'est un peu la porte de survie et la porte de sortie pour beaucoup de choses. Donc, oui, voilà. Mais on va discuter justement des alternatives, justement de l'émancipation collective qu'on peut trouver, hein, dans ce cadre-là. Alors peut-être avant, parce que là il y a Cyprien qui depuis tout à l'heure met des messages. Ah pardon. Non, mais qu'on n'a pas vu, mais qui demandait peut-être ce que tu penses des cliniques, du privé, parce qu'il y a la clinique, il y a des exemples de cliniques genre la Chênaie, etc. qui font, alors pour le coup quand même assez autrement dans la manière. Ouais, la Chênaie, c'est le truc. La Chênaie, c'est le truc où tout le monde participe à la vie. Je connais pas bien, pour le coup. Je sais pas si tu connais dans toi tous et les si cas, tu veux en parler ou non, quoi. Même les expérimentations progressives, on va dire, ça reste du psychiatrique, en fait. Ça reste une institution où, dans les faits, il y a un rapport de domination et de pouvoir entre le psychiatre et le patient. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les interviews, hein, pour la Chênaie et compagnie. Qui c'est qu'on interroge? Jamais les fous, hein.
Moi, j'aime bien des fois lire les articles genre de Basta, de Mediapart ou quoi, qui parlent de trucs psychiatriques parce qu'à chaque fois, ça me permet de rager sur les mêmes points. Hein, c'est un peu cathartique. Et il y a aussi des cliniques privées qui en ont rien à faire et qui sont juste en mode faire du chiffre sur le dos des fous, en fait, hein, parce que le capitalisme a très bien compris qu'on était. En fait, c'est très pratique les fous d'un point de vue économique parce que vous pouvez leur vendre des trucs, leur vendre des traitements médicamenteux, etc. C'est cool. Vous allez pouvoir avoir des gens qui vont être payés pour s'occuper d'elle, hein, donc qui vont pouvoir les prendre en institution, qui vont leur faire des suivis psy, etc. Vous avez donc tout le personnel psychiatrique qui va être là. Vous pouvez en plus vendre leurs récits parce que ça se vend bien. Alors pas quand eux écrivent, hein, mais genre voilà, faites un discours larmoyant sur une personne folle, c'est incroyable, c'est inspirant, ou alors un perso fou qui tue, hein, on s'en fout, ça c'est l'habituel. Donc en fait, on est et en plus, on peut utiliser la force de travail des personnes handy d'ailleurs, hein, dans les ESAT et compagnie, donc les camps de travail pour handicapés, pour en plus faire tourner la machine capitaliste. D'ailleurs, au Leclerc, j'ai des intercalaires qui sont produits par des travailleurs handicapés avec un petit truc d'appel à la solidarité dessus. Ça me donne envie de vomir à chaque fois que je les mets en rayon, c'est incroyable. Donc on est une poule aux œufs d'or pour le capitalisme. D'ailleurs, je dis pour les fous, mais pour les handicapés de manière générale, hein, on est une poule aux œufs d'or. Parce que voilà, même pour le truc de vendre des trucs, on peut parler des fauteuils roulants pour les PMR, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, du coup, les cliniques privées, comme de toute façon, en plus, le milieu médical est en train de s'effondrer par le fait que les pouvoirs publics sont en train de tout démolir. Yay! Capitalisme, on va faire du fric. Oui. Les gens vont mieux qu'en CMP. Ça dépend des cliniques. Ça dépend des cliniques. Et oui, dans l'absolu, je pense qu'il faut mieux être à la chaînée que à, je sais pas, n'importe quel autre milieu asilaire. Mais voilà, encore une fois, on est sur la question moins pire ou on est sur la question du moins pire. Et ça reste une question de domination. Et le jour où ça change, où le psychiatre il a envie de changer de façon de bosser et le responsable de la clinique il est en mode bon, j'en ai marre de faire de l'humanitaire. Maintenant, on va changer les choses. Voilà. Et est-ce que peut-être, parce que là je vois il y a beaucoup de questions un peu, tu vois, un peu plus techniques, enfin un peu techniques, qui sont très très importantes, hein, mais par exemple il y a quelqu'un qui demandait est-ce que quelqu'un a des infos sur Amiens ou je sais pas, etc. etc. Est-ce que tu aurais, parce que tout à l'heure tu parlais, tournez-vous vers des militants, etc. Est-ce que tu aurais des, je sais pas moi, des sites, des lieux de documentation? Alors je sais qu'il y a les Zinzinzine où il y a plein le de docs. Zinzinzine, mon blog, alors là ça va plus être sur les concepts ou de quoi, il y a le blog de Dandelion dont je t'avais parlé rapidement, je l'ai là, je je lis vais le souvent sur la partager. chaîne. Zinzinzine. Euh, Des choses peut-être Après, pour que les personnes puissent au moins avoir une première approche et trouver des choses. Donc je mets le site de Zinzinzine. Je mets le... tac, parce que malheureusement avec la mort de Twitter, j'ai perdu beaucoup des ressources que j'avais à l'origine. Dandelion, ça c'est Voilà, le un blog. petit oiseau parti trop tôt, tout ça. Voilà. Après, il y a plein de comptes et de manière générale, pareil, si vous allez sur le mastodonte Dandelion, moi c'est ce que je fais un peu en ce moment, genre avec le relais d'articles et trucs comme ça sur les réseaux. Le problème, c'est que là, vraiment, depuis que j'ai été déraciné de Twitter, j'ai quasiment pas de ressources et j'ai pas eu le temps ce week-end de faire la recherche comme je t'avais dit que j'allais le faire. Oui, non, bien sûr. Sinon, voilà, après vous avez les chaînes de Xanaria sur Twitch ou sur YouTube, vous avez ma chaîne sur Twitch, vous avez... Ouais, je fais de l'auto-promo, mais encore une fois, comme... c'est le problème de beaucoup fonctionner en circuit fermé et d'avoir un système qui s'autosuffit sur beaucoup de points. C'est que des fois, je prends des trucs, des éléments extérieurs et je construis ma propre tambouille, mais du coup, genre, c'est compliqué ensuite de renvoyer. Non, mais t'as raison. Et puis si vous faites, il y a un très bon travail qui se fait dans votre sphère, donc autant aller aussi vers là et écouter ce qui se fait. Hein, c'est pas besoin de 100% de renvoyer à d'autres tout le temps, quoi. Le blog de oui, Xanaria, oui. Ouais. Ah oui, Xanaria a un blog aussi, c'est vrai. Ok, elle a un blog aussi. Et ben voilà, je l'ai pas là. Je vais essayer de trouver Xanaria blog. Merci Orden. Merci Orden. Ouais. Tac. Hop. Pardon. Je rigole parce que je vois qu'un des derniers articles, c'est l'autisme, une maladie ou pas. Et je crois que la question de l'autisme, c'est un des trucs qui a beaucoup tourné à un moment parce que il y a eu pas mal de clash entre les militants autistes et les militants anti-psychiatrie.
Parce que les autistes font partie de ces personnes qui sont en mode non, mais nous on est normaux, pas comme les fous. Oui, il y a une normalisation de l'autisme, ouais, Ouais. Oui, d'accord, ok. D'ailleurs, je vois des questions sur l'autisme dans le chat, sur pourquoi c'est peu pris en charge par l'État ou quoi. Parce que la France est un pays extrêmement validiste, globalement. Le président français, c'est Macron, hein, pour ceux qui situent à peu près. Et on en est à 7 ans de mandat, là, donc... Et non, il y a eu des clashs autisme anti-psy, ouais. On se sait. Et en fait, il y a la distinction qui est entre les deux, c'est ça joue aussi beaucoup sur le fait que dès les débuts de la structuration de la psychiatrie, etc., il y a eu cette question de traiter l'autisme à part. Typiquement, voilà, on pense au bon docteur Asperger, hein, dont les travaux ont bien aidé les nazis pour savoir qui est-ce qu'il fallait gazer et qui pouvait être un élément productif pour la société nazie. Donc, ouais, parce que c'est ça, hein, la différence entre autiste Asperger et autiste non Asperger. Alors d'ailleurs, les psychiatres ont fini par abandonner ce terme parce que, évidemment, renvoyer à une désignation employée par les nazis, c'était pas ouf. Ok. Mais voilà, c'est savoir si vous êtes utilisable comme dans l'outillage capitaliste, donc Ou les non, Asperger, hein, que vous pouvez fonctionner dans la société, ou si vous ne servez à rien, hein, globalement, que vous êtes vous êtes nul. Voilà, l'eugénisme se débarrassera de vous, vous inquiétez pas. Et c'est voilà, ça fait partie de façon, l'eugénisme est un élément tellement structurant des rapports entre les personnes handies et les autres, et sur la classification de la population en fonction de la validité et de la capacité à terme français, se fondre dans la masse, à faire bonne figure et à paraître normal, quoi. Je sais pas, moi je le dirais comme ça, mais ouais, très bien. Peut-être que comment dire, pour passer, pour finir, pour aller vers la dernière partie et aller vers la fin de cette interview cette interview plus une discussion qui dure déjà depuis 1h30 en fait. Hein, je sais pas si t'es au courant, mais ah oui, ouais, je sais pas qu'à faire. moi non plus, mais je viens de la regarder. Donc c'est vrai que je m'épanche beaucoup. Non, mais je trouve ça vraiment très très intéressant. Hein. Vraiment, je suis très très content de faire cette interview. Ouais. Peut-être. Et je vois beaucoup de questions dans le chat sur lesquelles je rebondis pas forcément d'ailleurs par faute de temps. Hein. Je suis désolé, hein, parce que en vrai, c'est des sujets sur lesquels on pourrait passer encore des heures et des heures. Et c'est pour ça que je pense que je fais qu'effleurer la surface. Je pense qu'il faut vraiment voir cette discussion-là comme une introduction à ce sujet, hein, vraiment, sur une chaîne mainstream. Et allez sur la chaîne de Brig, allez follow la chaîne de Brig si vous voulez avoir des sujets creusés sur certains trucs, etc. Parce que là, pour le coup, c'est une chaîne spécialiste de ces questions-là. Et je pense qu'il faut allez-y si vous avez gardez toutes vos questions, remettez-les d'un côté et allez voir Brig quand elle est en live. Voilà, ça sera plus pertinent à ce moment-là. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas continuer de poser des questions et de dire des trucs dans le chat. Hein. Au contraire. Ouais, surtout que encore une fois, l'avantage, c'est aussi qu'on est genre, je vois depuis tout à l'heure dans le chat, même quand je réponds pas à des questions, il y a des renvois dans le chat qui sont automatiquement, donc c'est aussi pour ça, genre. Puis voilà, j'identifie des pseudos aussi, hein. L'avantage d'avoir des audiences communes. Il y a des personnes qui sont connues chez Brig. Oui, donc je voulais ouvrir un peu sur peut-être les alternatives, la manière dont on peut faire. Alors, tu as commencé à en parler, hein, de se tourner vers des cercles militants pour travailler ensemble, etc., sur les différentes souffrances, sur la question des délires, comment les gérer, etc., etc. Comment tu pourrais peut-être alors soit en partant d'un exemple personnel, soit en partant de choses que tu connais en termes de quelle alternative on peut, parce que nous on l'a bien compris, toi pour le coup tu t'es pas du tout passé par la psychiatrie ni rien, donc t'as fait un autre chemin, mais c'est pas
forcément en parlant de toi ou en parlant d'autres, voilà, comment on peut faire en groupe avec des personnes, avec des proches aussi, pourquoi pas. Voilà, comment tu peux c'était pas clair ce que je te demande, mais voilà, est-ce que tu peux nous parler de comment on peut faire autrement qu'avec la psychiatrie, quoi. Ouais, bah là, le problème, c'est que de base, la psychiatrie, c'est à incorporer un monopole sur tellement de sujets, c'est tellement vaste que bah, je vais essayer de donner des petits éléments de Oui, réponse bien ou des sûr. petits foisonnements, mais genre, faut vraiment pas prendre ce que je veux dire pour une liste exhaustive de comment faire pour vous passer de la psychiatrie. Surtout que, comme j'ai dit, bah, des fois, vous n'aurez pas d'autre choix en fait de passer par la psychiatrie selon les situations, hein. Et j'en profite aussi parce que c'est un reproche qu'on me fait parfois, ou en tout cas qui est souvent fait aux militants anti-psychiatrie. euh, la psychiatrie peut vous aider. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Des fois, vous allez passer par un psychiatre, vous allez passer voilà, par un un hôpital de jour, etc. Et ça va bien se passer, et genre, tant mieux pour vous. Et tout ce que j'ai à dire, bah, c'est vraiment tant mieux pour vous. Chacun deal comme il peut. Et si vous avez réussi à genre, vous en sortir et que ça va pas vous impacter dans la vie et que genre, tant mieux. Genre, vraiment, ça me fait plaisir pour vous. Heu, Comme, des fois, vous allez passer par les flics pour régler un problème et ça va se régler. Voilà, ce genre de situation, étrange peut exister, et si jamais ça vous arrive, bah, voilà, tant mieux, hein, parce qu'on est dans un monde qui cherche déjà suffisamment à nous broyer et nous détruire. Vous dealez comme vous pouvez, et si ça marche, tant mieux pour vous. J'espère juste que vous jetez pas les ADELPH sous le bus par la même occasion, mais voilà. Et donc, bah, voilà. Petit aparté, la psychiatrie peut vous aider, ça n'empêche pas que c'est une institution ignoble qu'il va falloir détruire, à terme. Mais, bah, déjà tout bêtement, mais si vous avez besoin de médicaments, et de traitements médicamenteux, vous allez être obligé de passer par l'institution. Ça, ou partir dans, le marché gris ou le marché noir. Mais déjà, on est sur Twitch, donc j'ai pas le droit de vous encourager à le faire. Et je m'y connais pas, et juste, voilà, je vais pas en parler parce que c'est vraiment un sujet que je connais pas, et personnellement, bah, à part ma progestérone qui me sert à la fois à faire pousser mes seins et à régler mes problèmes d'insomnie, bah, j'ai pas de traitement médicamenteux sur le long terme, donc ni à court terme d'ailleurs, parce que les médocs, c'est un truc qui me faisait extrêmement peur avant que je commence ma transition. Et même aujourd'hui, c'est un truc dont j'essaie de me tenir le plus éloigné possible. Mais voilà, si vous avez besoin de médicamentation, vous allez passer par des psys, c'est à peu près logique. Juste comme d'habitude, faites gaffe à ce que vous dites, ça peut se retourner contre vous, etc. Donc voilà, sur les questions médicamenteuses, malheureusement, souvent, le passage par la psychiatrie va être une nécessité. Et là, bah, le mieux, il y a parfois des assos dans lesquels il y a des assos d'accompagnement de personnes handies ou quoi. C'est pas forcément anti-psychiatrie d'ailleurs, hein. Ça peut juste parfois être des cercles d'entraide, etc. Là, j'ai pas de liens qui me viennent en tête, j'ai pas de trucs qui me viennent en tête. Moi, je sais que je vais essayer de mettre ça en place vers chez moi, voilà, dans le Berry, à travers l'association Queer. C'est un projet là qui me vient en tête et que j'ai envie d'essayer de monter, mais c'est des initiatives personnelles, et là, j'ai rien d'autre qui me vient en tête dans l'absolu. Je sais que sur Bordeaux, il y a plusieurs orgas qui font ce genre de choses, qui sont avec des personnes folles, etc. Donc, voilà. Mais c'est souvent des choses qui vont pas forcément l'être en soi. Donc c'est toujours un peu compliqué. Les réseaux sociaux sont très utiles, hein, pour, par contre, les trucs de communication, les trucs d'avoir des conseils, etc. Mais là, même façon, il faut se rapprocher éventuellement des figures publiques qui peuvent vous renvoyer vers d'autres, qui peuvent connaître des orgas éventuellement, ou avoir des personnes qui peuvent vous renvoyer, qui vont parfois avoir des discords d'entraide, etc. Je sais que le Discord de Xanaria, typiquement, il y a des zones d'entraide, même s'il y a besoin juste de parler et compagnie. Globalement, je pense que quelque chose qui fait énormément de bien, et qui permet de régler beaucoup de situations, c'est de se rapprocher d'autres personnes concernées, ou à minima de personnes à l'écoute. Ça permet déjà de briser un peu la solitude, parce que la solitude, c'est pas ouf, l'isolement. Le fait d'être la seule personne et de tout devoir garder pour soi, ou de se retrouver face à des personnes qui ne t'écoutent pas et qui te disent « mais va voir un psy ». Yay, on adore l'injonction. Donc parler, ça peut faire du bien, et encore une fois, bah, comme je dis, notamment sur internet, vous allez pouvoir éventuellement trouver des lieux d'écoute, des lieux de soutien et des lieux d'entraide, donc c'est bien. Ne faites pas non plus du trauma dump dans les MP sur les réseaux sociaux, par contre. Genre, essayez de faire en sorte de
peut-être dans des espaces qui sont liés ou quoi. Je sais que ça existe et qu'il y a des camarades qui se sont retrouvés à avoir des Qu'est-ce que personnes qui leur t'entends racontent. Qu'est-ce que tu entends par le trauma dump? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça arrive des fois parce que souvent quand on est isolé ou quoi, Internet c'est la seule option et on trouve des figures publiques qui en parlent. Mais du coup, typiquement, n'envoyez pas, par exemple, ne m'envoyez pas un MP pour me raconter tous vos traumas, toutes les violences que vous avez subies depuis votre enfance, etc. Et le fait que actuellement vous n'avez qu'une envie, c'est de vous foutre en l'air. Parce que typiquement, si vous m'envoyez ça, moi je vais juste être en PLS, je vais rien faire pour vous. Et ça va juste provoquer une catastrophe en série potentiellement. Donc il y a des espaces où vous allez pouvoir vous retrouver. Éventuellement, vous pouvez questionner pour essayer de trouver ces espaces ou quoi. Juste faites attention au fait que vous êtes souvent dans les lieux de paix et danse face à des personnes qui ont aussi des fragilités. Et faut essayer de être en sorte de pas s'entre-défoncer collectivement et de s'en sortir. Je mets juste ce petit nœud de parenthèse sur le traumadome parce que je sais que c'est un truc qui est beaucoup arrivé sur Twitter à pas mal de camarades qui se retrouvaient à deal avec des témoignages et des témoignages et des témoignages. Donc d'une part c'est cool parce que ça veut dire que genre il y a des personnes qui trouvaient une bouée de secours et qui se jetaient dessus, mais d'un autre côté en fait ça foutait les camarades vraiment dans le mal et c'est toujours un peu le problème quand on milite sur des situations d'extrême précarité et de grandes difficultés, c'est que on est obligé de deal d'un côté avec les gens qu'on essaye d'aider et qui nous ressemblent, et d'un autre côté d'essayer de se maintenir en vie de notre propre côté. Et c'est toujours un peu la difficulté quand on est sur ce genre de militantisme. Mais voilà, il y a des espaces où vous pouvez éventuellement trouver de l'aide, trouver de l'écoute. Donc n'hésitez pas même à demander des liens vers ce genre d'espace, parce que briser la solitude et briser l'isolement, c'est déjà un truc énorme en soi. Avoir d'autres personnes folles, c'est énorme aussi. Je vous parlais de ma pote tout à l'heure qui a failli se faire interner. C'est la première fois qu'IRL, je me suis retrouvé à discuter avec une autre personne multiple. Et on a pu parler de nos vécus respectifs et de nos vécus communs. Et ça faisait tellement de bien. Il y a vraiment ce truc de... T'as une personne pour la première fois dans ta vie qui a vécu les mêmes choses que toi et avec qui vous pouvez en discuter, même si c'est pas les mêmes vécus, même si c'est pas non plus totalement parfois les mêmes expériences. Genre, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement un soulagement de je ne suis pas seul. Et cette personne a ça aussi. Et du coup, on peut se filer des conseils ou on peut... genre se plaindre avec la personne des choses qu'on subit, etc. Donc c'est très cool. Après, il y a, je sais pas à quel point ça existe en France ou quoi. Je sais que c'est un truc qui s'est tenté parfois aux États-Unis ou quoi, mais il y a des lieux de soutien communautaire qui peuvent exister, donc via des squats ou via ce genre de choses. Mais là, ça va dépendre d'où vous êtes et je connais pas du tout les coins. Mais des lieux où vous allez avoir donc des accueils physiques avec d'autres personnes folles, d'autres personnes qui peuvent traverser ça, qui peuvent vous aider, vous apporter un soutien psychologique et éventuellement du soutien matériel. Typiquement, si vous êtes à la rue, que vous savez pas quoi vivre, ou que vous êtes dans une situation où vous subissez des violences au quotidien, vous pouvez être accueilli ou ce genre de choses. Mais ça dépend beaucoup des lieux et je pourrais pas vous en citer parce que j'ai pas ça en tête. Mais c'est le genre de choses qui peut potentiellement exister. Voilà. Mais après, malheureusement, c'est que sur tellement de sujets, la psychiatrie est tellement genre omniprésente. Et entre ça et le fait qu'on est isolé et morcelé à travers le territoire, parce que on n'est pas confiné à une zone géographique. C'est genre il y a une personne là, et en plus on passe tellement notre temps à cacher dans la vie de tous les jours le fait qu'on est fou que ça se trouve on discute avec d'autres personnes folles sans savoir que l'autre l'est. Et c'est toujours un petit barrage. Mais moi je sais que face à ça, mes stratégies, c'est de cacher de moins en moins les trucs en fonction de l'espace, et ça permet de faire un bon tri sur l'entourage qu'on peut avoir. Mais ça, c'est ma stratégie à moi, qui est de dégainer les arbres et de voir comment ça réagit en face. Typiquement, je me rappelle de ma partenaire actuelle, quand on s'est rencontrés, une des premières, parce qu'on bossait ensemble, et une des premières phrases que je lui ai sorties, c'était pour ou contre le fascisme. Voilà, c'est le genre de subtilité que je peux avoir dans la vie de tous les jours. C'est d'une subtilité extrême en effet. Ouais, et alors qu'on venait juste de se mettre ensemble, je dis bon, par contre, je pose les bails, je suis folle, on est plusieurs dans ma tête, j'ai des allus, j'ai des délires. Est-ce que t'es ok avec le fait de vivre avec une personne comme ça ou pas? Enfin, même pas de vivre avec, parce qu'à l'époque on avait nos apparts séparés, mais c'était vraiment genre je suis comme ça et soit tu m'acceptes, soit tu m'acceptes pas, mais en fait je ne négocierai pas mon identité et ce que je suis et comment je fonctionne. Et ça a été long, surtout que alors là voilà, moi mon espace actuellement, mon espace sécurisant outre internet,
parce qu'Internet, ça a été vraiment, ma chaîne Twitch et compagnie, c'est vraiment un espace qui m'a fait énormément de bien et qui m'a permis, moi, de aussi affirmer le fait d'être folle et compagnie. Bah, on en parlait l'été dernier, j'avais fait une série de live où je parlais justement de ma folie et de comment je vivais les choses et tout. Et bah, c'était assez rigolo d'en parler. Mais dans la vie de C'était tous très les intéressant, jours, mon principal lieu sécurisant, ça va être mon couple en fait. Ça paraît très con dit comme ça, mais en fait, on est dans une relation déjà entre deux personnes folles, deux personnes qui ont leur propre trauma. Parfois, c'est compliqué sur certains points, mais en fait, on arrive à avancer ensemble et genre à se construire un lieu qui nous sécurise à deux. Et c'est déjà énorme et c'est plus que ce que j'ai eu pendant la majorité de ma vie. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, trouver des gens autour de vous. Et avant ça, j'avais même des cercles amicaux où j'ai pu parler du fait d'être folle, où j'ai pu parler de mes vécus, j'ai pu poser des choses avec lesquelles je pouvais aller quand ça allait mal. J'ai une amie pendant le confinement, alors que j'écrivais mes 2 mémoires de recherche en même temps et où j'étais au fond du trou, mentalement parlant, où je pouvais lui envoyer des messages en mode alors là, par contre, je commence à avoir une pratique automutilatoire. Ne panique pas, mais genre, j'ai envie que quelqu'un soit au courant. Voilà, c'est le genre de petits leviers qu'il pouvait y avoir pour aussi garder le contrôle et d'être en mode j'identifie le moment où ça va pas. Je confie les choses aux gens autour de moi en qui j'ai confiance parce que ça me permet aussi de rester connecté avec des liens de solidarité. Mais bah ça reste compliqué. De la même façon que j'ai un groupe de potes, on a une conversation Messenger et si quelqu'un va mal, va mettre un message sur la con, j'ai besoin d'un appel ce soir, ce genre de choses. J'ai besoin qu'on me laisse pas seul ou j'ai besoin de vent sur tel ou tel sujet. J'ai tel ou tel trauma qui ressort, ce genre de choses. Donc briser la solitude et briser l'isolement, c'est un truc qui est un peu... moi, c'est un peu au centre de ce qui m'a permis d'aller bien dans ma vie de tous les jours. Et ensuite, c'est comme beaucoup de choses, en fait, essayer de survivre comme on peut. Actuellement, moi, je suis dans une situation qui m'épuise fortement et ça fait ressortir des trucs. Mais j'ai besoin du salaire pour pouvoir vivre, malheureusement. C'est toujours un peu le problème de... L'équilibre, ouais. Voilà, si tout le monde avait de la thune pour vivre et les besoins fondamentaux, il y aurait tellement moins de problèmes de manière générale. Oui. Mais voilà. Oui, Choucroute, il y avait Choucroute là pour les questions comme ça là. Choucroute, ouais, n'hésite pas à regarder la rediff, hein. On a défini la folie, on a défini le pourquoi du comment c'était utilisé, etc. Donc voilà, dès le début de l'interview, c'est sur ça. Ouais. Tout le début de l'interview, je pense qu'on a passé une demi-heure dessus. N'hésite pas à regarder la rediff, c'est dispo déjà. D'ailleurs, on peut déjà. Saviez-vous que sur Twitch, vous pouvez déjà regarder en rediff alors que c'est encore en live. Voilà. Donc voilà, on va pas en reparler là parce qu'on est plutôt sur la fin et globalement, oui, moi je l'emploie parce qu'il y a aussi réappropriation du stigmate. Globalement, pour te faire la réponse rapide, c'est considéré comme un gros mot en mode non, il faut pas dire, etc. Non, moi je me fais stigmatiser à cause de ça. Il y a des choses, si je l'ai dit, je risque de me faire interner. Genre, il y a un moment, faut dire les termes, quoi. Clairement, très très clairement. Bah écoute, trop bien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites et que tu t'avais un peu prévu de dire ou des choses comme ça ou Bah, il y a énormément de choses qui me sont venues en tête, mais le problème c'est qu'on avait que 2 heures. Ouais, voilà, on s'était dit à peu près ça, 9h, 11h, c'était dit ça à peu près. Donc, est-ce que il y a énormément de choses qu'on n'a pas abordées. Moi, j'encourage les gens, d'autant plus les personnes qui nous regardent, à aller voir ce que tu fais, aller voir d'autres chaînes. On en a parlé à plusieurs reprises de Xanaria, dont on a mis la chaîne dans le chat. Etc. N'hésitez pas en tout cas à aller écouter parler des personnes concernées et puis moi je trouvais ça vraiment très 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 bien peut-être pour finir comme ce que tu disais juste avant là, c'est-à-dire contre la pathologisation, contre l'individualisation des problèmes, de problèmes psychiques, etc. Cette question de refaire des trucs ensemble, de trouver dans le collectif, de trouver dans les autres, de trouver dans les personnes, voilà, dans des personnes qui peuvent, parce qu'elles sont concernées, ou en tout cas très à l'écoute, vous comprendre, ça contre bien, voilà, ça contre bien cette espèce d'émancipation collective versus pathologisation et individualisation des problèmes psychiques. Je trouve que
ça marche bien comme réponse au final. Et ça ouvre à plein de perspectives possibles, quoi. Là, tu parlais de comment toi, ça avait fonctionné, etc. Mais en effet, il y a plein de manières dans ces perspectives-là de prendre soin, de se prendre soin des autres personnes entre elles, eux, etc., etc., que les personnes prennent soin des autres entre elles, eux, etc. Et que ça, déjà, ça fait beaucoup et ça aide beaucoup à tous de continuer de vivre et de sortir de la souffrance, etc., etc., quoi. Mais ça implique, comme dit Vachier, évidemment, ce pseudo, de ne pas être isolé et ça, c'est la première des problématiques, souvent, en effet. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas. Ouais, et merde, du coup, je voulais dire un truc. Oui, et puis faut aussi, c'est un peu la distinction qu'il peut y avoir entre l'antipsychiatrie, qui est fondamentalement une valeur qui devrait être une valeur de gauche, hein, enfin, et un combat de gauche, et les trucs type développement personnel et compagnie. C'est que, voilà, vous avez d'un côté donc les trucs de vous allez trouver le bonheur et vous surmonter la souffrance individuelle qui est la folie, hein, et votre maladie et réussir à transcender ça, ou alors même juste la version psychiatrique de vous allez réussir à guérir de votre folie ou à dépasser votre souffrance, et le modèle collectif de l'antipsychiatrie qui est ok, il y a un problème social global, on essaye de survivre comme on peut et on essaye de survivre ensemble et de lutter ensemble pour survivre collectivement. Voilà. Et je noterai d'ailleurs au passage que j'ai réussi à faire tout un live à parler d'antipsychiatrie sans bâcher Ruffin. Du coup, ça, voilà. Je suis assez fier de moi. Hein. Félicitations à toi. Félicitations. Et bien voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on finisse. Merci beaucoup aussi au chat d'avoir... on a eu beaucoup de témoignages, etc. dans le chat, beaucoup de questions intéressantes, je trouve. On n'a pas eu trop de gens qui posaient des questions... des questions habituelles de pourquoi on fait comment, etc. Donc je suis assez content. Les gens commencent à comprendre comment ça fonctionne ici et c'est bien. c'est bien. Et donc, par contre, t'as pas pu t'empêcher de parler de nazis, dit Jordan. Oui, bon, ça, oui, non, mais ça, c'est en même temps. C'est pas moi qui m'y Asperger dans le chat. Hein. Moi, à un moment, vous ouvrez la porte, je suis obligé de la prendre. Hein. Donc voilà. Je vous remercie. Je te remercie vraiment, Brick, d'avoir accepté de venir parler de tout ça ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Hein. C'est tout ce qui peut un peu nous nourrir. Intellectuellement, etc. Je trouve ça toujours très, très stimulant et très intéressant. Et puis, écoutez, en tout cas, les gens ont l'air d'être contents et de remercier et de dire c'était grave intéressant et tout. Donc, GG à toi. On se laisse donc. Je vous mets le truc du programme après. Moi, je reviens demain matin à 8h pour une revue de presse beaucoup plus classique, bien évidemment. Et puis, je vous souhaite une bien belle journée. Voilà. Et puis on se voit demain pour celles qui le veulent. Allez, ciao, ciao. Je vous mets la scène du programme quand même là pour que ça s'imprime dans vos têtes. Et puis on se revoit demain et tout le reste de la semaine. Allez, ciao, ciao.